Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Très rapidement, autour de la table, nos invités et consultants habituels. Docteur Amadou Hassan Bouakar, constitutionnaliste, juriste constitutionnaliste, enseignant-chercheur à l'Université de Niamey. Docteur, bonjour. Merci d'être là. À côté de vous, docteur Amadou, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Merci d'être là en face. Il y a Traoré Daouda, journaliste professionnel également, directeur de publication du journal Le Matinal. Et puis à côté, il y a docteur Amadou Gounti Diallo, enseignant-chercheur à la retraite. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Tout de suite, avec vous et pour vous, découvrons la une ou le menu de Presse Plus aujourd'hui qui est essentiellement constitué de deux sous-thèmes avec notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, Boubacar Amadou. Pour son deuxième rendez-vous du mois d'octobre 2022, Presse Plus vous propose deux sujets d'actualité. L'un relatif au coup d'État au Burkina Faso et qui impacte les pays de la sous-région. Ce premier titre est intitulé Coup d'État au Burkina Faso. Le second sujet, lui, revient une fois encore dans Presse Plus, les dessous des préparatifs du congrès du PNDS Tareya. Ce sujet est titré Congrès PNDS, Bazoum aura-t-il son mot à dire? Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, la Presse Plus. Au Burkina Faso, le bruit de bottes qui continue au Sahel. C'est le premier sous-thème de Presse Plus, dont nous suivons le résumé avec Boubacar Amadou que nous retrouvons. Coup d'État au Burkina Faso, les bruits des bottes continuent au Sahel. Le 30 septembre dernier, les Ouagalais ont été réveillés par des coups de feu très tôt le matin pour se rendre compte quelques heures après le MPSR, l'organe militaire dirigeant de la transition, a changé de chef et le pays par la même occasion. Damiba Sandaogo est renversé par un coup d'État. Le nouveau homme fort du pays est désormais le capitaine Ibrahim Traoré. Événement surprise ou prévisible, les avis sont partagés. Ce qui est sûr, le Burkina Faso amorce un autre tournant dans son histoire. Qu'adviendra-t-il du pays des hommes intègres? Débat à suivre dans un instant. Au Burkina Faso, le bruit de vote continue au Sahel. Nous allons tout de suite faire les premières réactions, d'abord avant de venir au déroulé des éléments qu'on a. Ousseini, quelle est votre première réaction du coup d'État au Burkina Faso? C'est vrai que d'autres coups d'État ont eu lieu avant, et même au Burkina Faso, c'est un coup d'État qui a dans un autre coup d'État. Quelle est votre réaction? Bon, il faut dire coup d'État un peu en Afrique, alors qu'on pensait que c'était derrière nous, n'est-ce pas? Mais il faut s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'on assiste à cette résurgence des coups d'État en dépit, comment veut dire, de l'existence d'un protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Il ne faut pas aller chercher loin. Moi, je pense que c'est lié à la mauvaise gestion des États. Parce que c'est quoi la démocratie? Quand vous venez par les urnes, de manière légale, de manière loyale, vous êtes là pour travailler sur la base d'un programme, vous êtes là pour respecter un certain nombre de principes. Mais malheureusement, à quoi nous assistons en Afrique de manière générale, et un peu en Afrique de l'Ouest en particulier? Le plus souvent, quand les gens viennent au pouvoir, tout ce qui est contenu dans la Constitution, on est capable de contourner quand ça n'arrange pas. Et imposer une espèce de dictature civile. Mais quand la coupe déborde, bien évidemment, les gens vont se mettre à jaser, les gens vont essayer de manifester, et de l'autre côté, les soldats qui sont dans les casernes, quand même, c'est des citoyens, ils sont sortis des citoyens. Quand la situation ne va pas dans un pays, ils sont aussi concernés quand ça ne va pas. Alors, ils ont tendance le plus souvent à sortir pour dire non, il faut qu'on arrête la dérive. C'est malheureusement ça, et malheureusement, nos chefs d'État ou nos présidents ne tirent pas les leçons. Ils créent eux-mêmes les conditions pour que l'armée, comment veut dire, revienne sur la scène politique. C'est eux qui créent, parce qu'il faut la malgouvernance. Et quand il y a la malgouvernance, quand ça se généralise, bien évidemment, il ne faut pas exclure. Et de l'autre côté, la CEDEAO qui veut faire, comment veut dire, office de gardien,
n'est-ce pas? La CEDEAO met plus l'accent sur les élections. Alors que les élections ne suffisent pas. D'accord, vous êtes venu au pouvoir, mais vous devez créer les conditions pour qu'il y ait une bonne gouvernance démocratique. C'est-à-dire que les citoyens se retrouvent dans la gestion, dans votre façon de gérer le pays. Mais quand les citoyens ne se retrouvent pas, c'est tout le monde qui ne se retrouve pas, malheureusement. Merci, monsieur. Oui, la continuation des coups d'État dans le Sahel, dans le pays du Sahel, dans les autres régions. En fait, dès qu'un militaire arrive, on accuse, on dit il y a coup d'État, mais en oubliant que quelque part, il n'y a aucun militaire, aucune caserne en tout cas, qui s'est mutiné pour chasser un régime sans raison. Ça n'a jamais, on n'a jamais vu. Les mutineries, c'est classique dans les armées, ça peut arriver pour une question de gouvernance interne, ça ne marche pas. Ils se règlent les comptes par des mutineries et ça s'arrête là. Mais quand ça déborde sur le régime, en général, c'est parce qu'il y a eu un levain créé par ceux-là qui accusent les militaires de prendre le pouvoir, notamment les civils qui dirigent ou les civils qui s'opposent. Parce que, aussi bien au Burkina qu'au Mali, et même en Guinée, c'est toujours le coup d'État est venu pour mettre fin à la récréation, à la chienlit, comme ils appellent ça. Parce que la société civile, les partis politiques, tout le monde est dans la rue. Et pour arrêter les massacres entre griffes, parce que les régimes civils, ils ont une police qui est pratiquement une police à leur solde. Ils tapent, ils tabassent comme ils veulent. Et c'est pas ça qui est en cours. Donc, les régimes, les militaires, quelque part, dans leur caserne, je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse. Ils se donnent un rôle que personne ne veut leur reconnaître, un rôle d'arbitre. Non, oui, c'est exceptionnel, oui, c'est exceptionnel parce que c'était parti, et c'était une punition qu'ils ont parti en réalité. Donc en réalité, les militaires, quand ils sont dans leur caserne, c'est le plus souvent à la demande des civils. Même si ça ne peut pas être une règle, ça tend à devenir une règle aujourd'hui. Oui, et particulièrement même dans tous les pays de l'Afrique, même dans l'Amérique latine, quelque part, c'est devenu l'arbitre du jeu. Quand l'élu, le régime qui dirige, qui oppresse les gens, ceux qui sont oppressés sortent dans les rues, ils revendiquent, on dit, ça a duré 3 mois de la révolution. C'est pas comme tous les vendredis, les gens sortaient. Ici au Niger, sous Tanja, ça a duré aussi le temps que ça a duré, avant qu'il y ait un coup d'État. Donc, en fait, l'armée est appelée, à la limite, à venir pour mettre un terme à ce qui se passe, pour un peu faire l'équilibre. Donc, moi, je dis que les coups d'État, leur essence, ce sont les civils d'abord, ce n'est pas les militaires eux-mêmes. Un militaire ne va jamais sortir de sa caserne s'il n'a pas un prétexte. C'est nous qui donnons, c'est les civils qui donnent le prétexte aux militaires d'intervenir. Docteur Amadou Assane. Merci. Vraiment, moi, par principe, je condamne le coup d'État, parce que moi, je suis démocrate. Je respecte en tout cas les principes démocratiques, les mécanismes démocratiques de régulation des contradictions, notamment la régulation en tout cas des conflits démocratiques. Il y a des mécanismes qui sont là, je l'ai toujours condamné par principe. Donc vraiment le coup d'État, c'est une atteinte aux institutions démocratiques, ça constitue un crime de haute trahison. C'est pour ça la formule qui a été trouvée justement pour les militaires qui attentent aux institutions démocratiques, c'est de se faire voter une loi d'amnistie pour qu'il ne soit pas un peu poursuivi. Donc je pense que pour moi, malheureusement, c'est aussi ça, c'est que pense l'opinion. L'armée n'est pas le rempart justement de la démocratie. Malheureusement, aujourd'hui, Tradam l'a dit, c'est un rôle qu'elle s'est en tout cas octroyé que les gens ne veulent pas lui reconnaître. Je pense que ce n'est pas dans tous les pays. Et pour moi, aujourd'hui, ces résurgences des coups d'État au Sahel, c'est un signe d'échec justement de la démocratie, du renouveau démocratique depuis 1990. Si la culture démocratique est instaurée dans la conscience collective, justement, les gens, au lieu de marcher pour soutenir, à plus forte raison, peut-être inviter l'armée, faire un appel de pied à l'armée pour prendre le pouvoir, les gens auraient dû justement marcher pour défendre justement l'ordre démocratique et l'ordre constitutionnel. Ça se passe dans d'autres pays, mais il y a certains pays, le Sénégal, qui a une tradition, une très longue tradition démocratique, quelles qu'en soient les contradictions au sein de la classe politique. Il y a, en 2012,
les gens ont ouvertement appelé l'armée sénégalaise à intervenir, mais comme c'est une armée républicaine, à travers le chef d'état-major des armées sénégalaises, ils ont répondu que non, l'armée sénégalaise, c'est une armée républicaine qui est en dehors de l'arène politique. Donc je pense que quelque part aujourd'hui, c'est pratiquement un échec. Maintenant, pour revenir au cas du Burkina en particulier, je l'ai dit en son temps, lorsque Roch a été renversé, c'est quand même un président qui a été démocratiquement élu avec une forte légitimité, où y compris l'opposition qui avait perdu les élections a reconnu sa défaite. Ils ont félicité Roch. Et le lieutenant-colonel Damiba lui a reproché son incapacité à gérer la crise sécuritaire. C'était l'un des arguments qui avait expliqué, en tout cas, le renversement de Roch. Et aujourd'hui, voilà, Damiba fait face à une situation où la situation sécuritaire s'est dégradée davantage au moment de Roch, où pratiquement 40% du territoire burkinabé était sous le contrôle de djihadistes. Et aujourd'hui, c'est ce même argument sécuritaire, justement, qui a justifié le coup d'État du capitaine Traoré. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte démocratique, lorsque un chef d'État, un président n'arrive pas à faire face à une situation sécuritaire, ça peut justifier son incapacité à vouloir l'investir. Donc je pense que de mon point de vue, si on continue dans cette lancée, ce serait une spirale. On continuera toujours vraiment à faire de... Et moi, j'ai l'intime conviction, tel qu'on est arrivé à ce stade, où on encense justement les militaires qui prennent le pouvoir des pays comme le Mali, le Burkina Faso, je ne sortirai pas de l'ornière. Parce que s'il suffit à chaque fois, on n'examine pas les raisons objectives, pourquoi on n'arrive pas à faire face à cette situation. Dès qu'il y a une situation, on sort dans la rue, et simplement parce que bon, les gens sont sortis dans la rue, on pense qu'on a le devoir d'interrompre, de mettre fin à ça. Je pense qu'on ne sortira pas de loin. Il faut vraiment avoir le courage. C'est vrai, les raisons sont là, la question de la malgouvernance, mais au-delà, je pense que la solution militaire, ce n'est pas la solution dans la construction de nos jeunes démocraties. Merci, docteur. Vous voyez que les arguments que la plupart des utilisent, c'est que nous avons été obligés de prendre nos responsabilités. Ça veut dire que concrètement, la gestion de l'État laisse à désirer. Vous voyez, dans le cas du Mali et du Burkina Faso, vous voyez que malgré le fait que les présidents de l'époque soient élus de manière démocratique, il se trouve que dans la conduite des opérations, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, puisque vous savez que le budget de la défense est de l'argent frais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la plupart du temps, cet argent-là a été détourné et les soldats se retrouvent sur le front avec des armes obsolètes. En tout cas, dans les deux cas, c'est la raison. Et dans le cas du Burkina Faso, l'un des éléments, c'est que le petit, il était déjà membre du MPSR. Bien sûr. Voilà. Bien Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que Damiba voulait récupérer toutes les forces spéciales pour en faire une guerre présidentielle. Ça, c'est l'élément déclencheur. Et ce qui est surprenant, c'est que Damiba ne se soit pas rendu compte que la plupart de ces capitaines-là ont fait rentrer leurs unités à Ouagadougou sans qu'ils le sachent. Parce que quand maintenant, ils sont installés à Ouaga, ils ont demandé à négocier. Au cours des négociations, je crois que le temps est monté, il y a eu 2 mois. C'est que, moi je vous dis, un coup d'État, on peut condamner. C'est une opportunité pour nous faire une opportunité. Et le coup d'État, tant que nous continuons cette mauvaise gouvernance en Afrique, moi je me dis, si les gens respectaient peut-être le protocole de la CEDEAO et le protocole additionnel, on n'en serait pas là. Et quand vous vous rendez compte que les civils, une fois arrivés au pouvoir, font du Wassoso avec le budget national, quand vous vous rendez compte que véritablement, dès que les gens arrivent au pouvoir, ils tournent le dos à la démocratie, moi je me dis qu'il faut s'attendre encore à des coups d'État, peut-être dans d'autres pays. Mais en tout cas, les coups d'État ne sont pas finis en Afrique. Et d'ailleurs, vous avez vu les colonels maliens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent autant même refonder l'État, refonder toutes les institutions, que d'aller dans la précipitation vers les élections pour encore revenir à la carte départ, parce que ces élections-là vont amener des voraces peut-être au pouvoir et l'armée sera obligée de revenir. Dans le cas du Faso, c'est aussi pareil, vous avez vu, les gens disent
Pour le moment, nous, notre priorité, c'est quoi? C'est qu'il faut libérer dans les 3 mois à venir, là, les 40% du territoire occupé par les djihadistes. Et je crois que dès hier, ils ont commencé à donner. Le petit a dit déjà que l'opération de reconquête est lancée. Je crois que les véhicules qui sont dans certaines administrations ont été réquisitionnés et mis à la place, à la discussion. Donc, en tout cas, moi, je me dis que les coups d'État, pour les éviter, il faut revenir à la bonne gouvernance. Et vous voyez, moi, ce qui est surprenant, c'est que toutes ces forces qui ont fait le coup d'État ont été formées par les Américains. Les Américains n'ont élevé la voix que pour mettre en garde contre Wagner. Ils n'ont pas dit non, nous condamnons de manière systématique. Mais on dit non, au Burkinabé, si vous allez vers Wagner, Wagner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Wagner n'a jamais apporté la sécurité. C'est le seul cas. Et le deuxième cas, puisque ce n'est pas de l'Afrique de l'Est, c'est au niveau du Tchad, un des sénateurs a osé faire une remarque à Déby. Il lui a dit non, non, toi tu ne sais même pas placer mon pays sur une carte, pourquoi tu vas t'immiscer dans nous. Donc en tout cas, c'est vous dire que moi, de mon point de vue, pour que nos pays ne connaissent pas ces coups d'État-là, il va falloir revenir véritablement aux règles démocratiques. À l'orthodoxie dans la gestion des affaires de l'État. Oui, les fondamentaux. Alors, l'enquêteur, le journal L'Enquêteur dans sa parution, le quotidien dans sa parution du 3 octobre, titre Coup d'État au Burkina Faso, l'avertissement. Coup d'État au Burkina Faso, l'avertissement. L'Enquêteur du 3 octobre 2022. Et puis le Canard en furie, qui titre là, c'est un hebdomadaire, l'hebdomadaire Le Canard en furie. Coup d'État au Burkina Faso, le scénario malien. Coup d'État au Burkina Faso, le scénario malien. Et puis l'actualité, autre hebdomadaire, qui titre Qui rebelote le coup d'État de la rectification? Qui rebelote le coup d'État de la rectification? Titre l'actualité. Alors, suivons, pour être un peu complet, cet élément sur le coup d'État au Burkina Faso, un élément de Bonferré Télévision, sur des images, bien sûr, de quelques concerts de télévision privés burkinabés et même étrangères, notamment françaises, qui étaient sur place donc à Ouagadougou. Cet élément est signé de notre camarade de la rédaction de télévision Bonferré, Moustapha Zebon. Axe bloqué par des militaires, interdiction de filmer. Nous parvenons à capturer ces quelques images à l'arrière d'une voiture. Des tirs ont été entendus tôt ce matin aux abords de plusieurs casernes et dans le quartier présidentiel. Dans les rues de la capitale, la confusion règne et bien sûr la crainte d'un nouveau coup d'État. Comme un air de déjà-vu, la télévision nationale a cessé d'émettre durant plusieurs heures avant de diffuser un documentaire sur la récolte du coton sans évoquer la coupure du signal. Dans un communiqué publié sur Facebook, la présidence évoque un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales. Interrogé par l'agence France-Presse, Lionel Bilgo, le porte-parole du gouvernement, parle lui d'une crise interne à l'armée. Selon la presse locale, des troupes proches de cet homme, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, serait à la manœuvre. En colère face à sa détention depuis plusieurs mois pour tentative de coup d'État et détournement de fonds. Place de la Nation, plusieurs centaines de personnes sont réunies pour demander sa libération et appeler au départ du nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous, on est sortis pour dire à ceux qui ont commencé ce matin, que nous, on est d'accord avec eux, qui doivent continuer. On les soutient. Voilà, on les soutient. Parce qu'on veut que Damiba descende. Dans la foule, des drapeaux russes flottent. Certains exigent une coopération militaire avec le Kremlin et rejettent toute présence militaire française au Sahel. À bas la France! À bas la France! À bas la France! Vive le Burkina Faso et la Russie! Des gendarmes seraient également excédés par le manque d'équipement nécessaire pour lutter contre le terrorisme dont le Burkina Faso est devenu l'épicentre au Sahel. Plus de 40% du territoire est hors du contrôle de l'État.
vous allez dire rectifier par vous, mais il s'agit plutôt d'un élément TV5 Monde, donc sur le coup d'État, le déroulé chronologique des événements. Le 30 septembre dernier, jour du coup d'État au Burkina Faso. Retrouvons cette fois cet élément de notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, Mustapha Zongoma, avec l'évolution des événements juste après les premiers coups de feu du 30 septembre. Dans cette évolution, les gens ont pu découvrir donc, le visage du nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Vendredi, après des heures de confusion, lui et ses hommes sont apparus sur les antennes de la télévision publique burkinabé pour annoncer l'éviction de Paul-Henri Damiba de la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Le sort de l'ex-chef de la junte n'a pas été évoqué hier et ce samedi. Dans la journée, vers midi, des tirs ont retenti dans la capitale burkinabé. Des hélicoptères ont décollé et survolent le ciel de Ouaga. Une contre-offensive serait planifiée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Soutenu par certaines factions de l'armée, les responsables du putsch s'adressent à nouveau aux Burkinabés. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et dans une interview exclusive accordée à la Voix de l'Amérique, le colonel Ibrahim Traoré rassure tenir la ville et parle de manipulation. Les hommes qui sont déployés partout à la télévision et vers Babassi, ce sont mes hommes. C'est eux qui contrôlent la ville. C'est nous qui tenons la télévision vers le rond-point des Martyrs et tout. Et les hélicos qui sont dans l'air? Ça, c'est la base aérienne. Donc, parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, j'ai essayé même de communiquer avec lui quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique, mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Il y a une tentative du président Damiba d'entraîner les forces à un affrontement. Donc, mais nous sommes en réserve depuis un certain temps. Voilà, donc nous avons eu des hélicoptères qui nous ont survolés qu'on n'a pas engagés, bien que nous avons la capacité de le faire. Et donc, il a fait rentrer des forces spéciales. Dans la foulée, les nouveaux responsables du pays accusent la France d'avoir abrité le colonel déchu dans une de ses bases érigées dans le pays. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin. L'ambassade de France dément à travers un communiqué de presse toute implication de l'ex-puissance coloniale qu'elle est dans les événements en cours au Burkina Faso. Pourtant, ce ne sont pas les prétextes qui manquent. La France trouverait un intérêt certain à s'immiscer dans les divergences qui divisent l'armée burkinabé. Certains manifestants, tout comme les nouveaux hommes forts du pays, ne cachent pas leur intention de se tourner vers d'autres partenaires afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Au stade actuel du déroulement des événements, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes ont le pays en main. Les Burkinabés sont dans l'angoisse malgré les garanties données par ce dernier et ses hommes. Qui vont choisir un président. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. Et comme je l'ai dit, je suis dans mon gilet, dans mon casque. L'idée même, c'était de descendre quelque part avec les mêmes hommes qui m'ont suivi pour faire un nettoyage. Donc l'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire, en fait. Mais nous voulons combattre, nous voulons protéger nos populations, nous voulons sortir notre population de cette misère, de ce sous-développement, de cette insécurité. C'est ça le combat. Nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des...
sont désormais claires. Hein. On sait comment ça s'est déroulé, c'était un peu la confusion totale. Il y a eu un risque d'affrontement à la dernière minute suite à l'intervention des fortes personnalités morales, notamment les leaders religieux, n'est-ce pas, et communautaires, et je vais dire plutôt traditionnels, les chefs traditionnels, ils ont pu éteindre le feu. Ils ont pu convaincre Damiba à ne pas engager une contre-offensive qui allait faire des dégâts énormes au sein de la population. Moi j'ai dit, bon, c'est heureusement qu'encore ils ont ce genre de force tampon qui puissent parvenir à éteindre le feu quand il y a le feu. Ce n'est pas le cas dans nombre d'autres pays, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Mais d'après les explications qui ont été fournies, on sent un peu bien que comment on veut dire, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il a fait, c'était parti d'une mutinerie, mais quand ils ont compris un peu la tournure qui prenait les choses, ils étaient obligés d'avoir les populations à leur côté. Parce qu'on a entendu que c'est carrément la population qui s'est mobilisée autour de la radio nationale, les POUCDI, voilà, rencontre des Nations Unies, et ça a débordé. Voilà. Et finalement, ça a débordé. Il y a eu des vandalismes contre l'ambassade de France. Contre l'ambassade de France, contre le centre culturel français, n'est-ce pas? Il y a eu des dégâts. Bon, heureusement, ça a pu être contenu. Mais de manière générale, quand on voit un peu, c'est une situation qui était là, notamment le fait, parce que c'est choquant dans tous les cas, ne pas parvenir à contenir des groupes djihadistes qui sont là en train de gagner du terrain. C'est le cas au Mali, c'est aussi le cas au Burkina Faso. Bon, je ne sais pas comment la situation évolue actuellement au Mali, mais il y a une relative quand même stabilité. C'est plus le Burkina qui est devenu, parce que nous, ça nous impacte aussi gravement aujourd'hui. Emprunter l'axe en direction du Burkina ou aller même dans la région de Tillabéri, c'est prendre beaucoup de risques. Parce qu'il n'y a pas que un peu les attaques classiques, je veux dire, l'interception des véhicules par les djihadistes pour fouiller les gens. Mais plus grave encore, c'est ces poses de mines, ces mines qui sont disséminées, où vous êtes en train de rouler, où vous pouvez rouler sur une mine et puis c'est la catastrophe. Il y a eu beaucoup de cas ici au Niger. Il y a des localités où les populations ont été obligées de se déplacer. Quoi qu'on dise, hein, moi quand les gens disent qu'il y a une relative sécurité, je dis c'est lié à un fait. La saison de pluie, ça a fait qu'il y a la relative stabilité dans cette zone-là. Maintenant, pour revenir à notre sujet... Oui, mais c'est eux qui prennent les gens, ils prélèvent les impôts, ils prennent les animaux et tout et tout. Mais à partir de ce moment, est-ce qu'on peut considérer qu'on garantit la sécurité à toutes les populations nigériennes? Moi, je m'inscris en faux contre ceux qui soutiennent ce discours-là, qui n'ont pas une seule portion du territoire. Mais ils ont atteint l'objectif qu'ils veulent. Quand ils peuvent venir prendre de l'argent avec les populations, quand ils peuvent prendre tes animaux, s'en aller. Quand tu peux passer 3 heures, 4 heures de temps dans un village en train de menacer et de faire des séances de prêche, alors qu'on nous dise que bon, on a une relative stabilité, moi je m'inscris en faux contre cette allégation-là. Maintenant, pour revenir un peu à cette histoire de coup d'État, c'est ce que je l'ai dit. Aujourd'hui, le sentiment dominant, parce que la démocratie a suscité un réel espoir dans tous les pays. Mais quand on regarde un peu, que tu prennes le cas de la Guinée, Alpha Condé s'est battu pendant des années et des années, opposant historique à Sékou Touré, et ensuite à, comment il s'appelle, Lansana Conté aussi. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a montré son vrai visage. Parce que quand même un démocrate, vous n'allez pas descendre de l'armée dans la rue pour mater les populations parce qu'ils sont en train de manifester. Vous êtes au pouvoir, c'est par la voie des urnes que vous êtes venus. Et vous structurez la constitution pour vous tailler un troisième mandat. Et tout ça, la CEDEAO voit. Parce que c'est le protocole de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle met en avant les élections. Quand on fait les élections, c'est pour promouvoir la bonne gouvernance, la participation pleine et effective des citoyens. Mais quand ceux qui viennent au pouvoir, ils considèrent qu'ils sont au pouvoir, ils vont faire à leur tête. Mais bien évidemment, les populations qui sont là, quand ils sont acculés, arrivés à un certain niveau, ils sont martyrisés et tout et tout. Mais comme ce qu'a dit Tradam, la même pense qu'elle est là pour jouer les arbitres. Parce que les populations civiles n'ont pas d'armes, ils n'ont pas pour affronter. Quand les militaires sortent, on les tabasse. Il y a des morts, on a vu le cas de la Guinée. Il y a eu combien de morts avant que le coup d'État, et celui qui a fait le coup d'État, c'est quelqu'un qui est à côté de lui, qui était à côté de lui. Comment il s'appelle? Est-ce que on dit même que celui qui l'a fait venir en Guinée? Et comment il s'appelle?
Oui. Alors, c'est un fait. alors, mais qu'est-ce qu'il a suscité? Qu'est-ce qui a suscité? Parce qu'il était déjà dans les conditions. Mais comme il ne veut pas assister impuissant, à ce qu'un chef d'état civil se mette à martyriser son peuple, ses concitoyens, il a décidé de prendre les devants parce qu'il ne peut plus supporter. Et voilà ce qu'il a posé. Et c'est ça. Il faut qu'on s'attaque sur ça. La gouvernance démocratique, vraiment de manière transparente. Et l'écoute du peuple. N'est pas imposée, et imposée par la force. Parce que ça revient au même. Quand on interdit, on restreint les libertés, c'est comme si on est dans un régime d'exception. Vous êtes tous d'accord avec moi. C'est des libertés qui sont consacrées par la Constitution qui disent et les conditions dans lesquelles ça doit s'exprimer, n'est-ce pas? On doit s'en tenir à ça. Absolument. Dans tous les cas, moi j'ai dit les gens sont quand même matures aujourd'hui. De 90 à aujourd'hui, pratiquement c'est les mêmes acteurs qui sont en train de gérer nos pays. Ce sont les mêmes acteurs des conférences nationales, ce sont ces mêmes acteurs qui sont là et qui ont aujourd'hui montré leurs limites parce que quand ils sont sur le terrain, au moment des campagnes et tout, ils montrent qu'ils sont démocrates. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils retournent la veste pour devenir souvent quelque part des gens qui sont oppressifs, qui sont pris. Quand vous n'êtes pas, vous êtes opposé à leur vision des choses, vous devenez systématiquement un ennemi, des choses comme ça. Ça ne doit pas prévaloir dans un système démocratique. Absolument. Il faut admettre la contradiction. C'est ça qui renforce la démocratie. Mais ce n'est pas le cas dans la plupart des pays. Où quand les gens voient, la personne, il sort du néant, il est venu, ce n'est pas un effort quelconque personnel, il n'a pas hérité de quoi que ce soit, parce que tout simplement, il est du bon côté, du jour au lendemain, sans qu'on sache comment. Il se taille je ne sais pas moi, il est un machin insolent, une fortune insolente, parce que les gens se posent la question. Où est-ce qu'il a... Non, mais moi, ça ne me fait pas. Et c'est ça qui est choquant souvent. Parce que les gens se disent c'est l'argent public que ces gens détournent pour se réaliser. Et c'est ça, c'est inconcevable, parce que c'est les impôts, c'est les contribuables qui mobilisent, c'est des emprunts, c'est des dettes qu'on prend, des emprunts qu'on fait à l'extérieur, et que les citoyens sont obligés de payer. Merci beaucoup. Alors, ces trois titres-là expriment plus ou moins diversement les sentiments des gens ici ou ailleurs, même au Burkina. Coup d'État au Burkina Faso, l'avertissement, on a parlé, vous avez développé un aspect de cette question. Coup d'État au Burkina Faso, le scénario malien, est-ce que c'est vrai? Même s'il y a quelques similitudes quand même. D'abord, c'est des jeunes gens, des jeunes militaires. Ensuite, c'est un coup d'État dans le coup d'État, comme au Mali, c'est pratiquement un noyau et c'est le même. Et puis l'actualité qui dit rebelote le coup d'État de la rectification. Oui, on l'a entendu, il y a un propos, ils viennent rectifier la trajectoire, n'est-ce pas, qui selon eux a dévié à cause des pratiques de notre prédécesseur là, donc Damiba. Oui, vous savez, ce coup d'État, il est quand même... il doit donner beaucoup à réfléchir à tous les régimes africains, en tout cas ceux de l'Afrique de l'Ouest notamment. Parce que ce n'est plus les officiers du salon ventre plein, avec la panse comme dit Ousseini, qui ont fait ça. Parce qu'effectivement, dans l'armée, une fois que vous atteignez le grade de lieutenant-colonel, commandant parfois lieutenant-colonel, c'est fini, vous êtes un peu coupé, si vous n'avez pas été un bon chef, vous êtes coupé un peu de la base. Donc la base, effectivement, ce sont les capitaines, les lieutenants, les consorts. Ce sont eux qui font effectivement cette armée. Et si vous suivez son premier discours, enfin, pas un discours, mais sa première interview sur RFI, sa première sortie médiatique, il a dit quelque chose d'important. Vraiment d'important, je ne sais pas si les gens ont retenu ça. Ça m'a rappelé exactement le coup de 114. Il dit, lui, il va en brousse, il rencontre, les arbres n'ont plus de feuillage. Les gens ont tout mangé. Les gens n'ont que la peau sur les os, la peau sur les os. Donc vous voyez, c'est poignant. C'est-à-dire que lui, il vit la réalité du peuple, des populations. Mieux que ceux qui sont assis à Ouagadougou, dans leur salon, et Damiba qui se parvenait dans le palais de Kossiam. Lui, il vivait la réalité. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ont compris que, au-delà du fait qu'il soit meneur de ce putsch, mais c'est quelqu'un qui a un plus grand recul par rapport à tous les hommes, même politiques, et à ses camarades militaires même, parce que son discours quand même dit que lui, il n'est pas là pour une histoire de pouvoir, c'est parce qu'il l'a vécu et il vit
la réalité du pouvoir. Et si vous avez des populations... Même les échecs militaires face aux terroristes, Voilà. c'est basé parfois sur des petites questions Et logistiques. Voilà, des questions qui pouvaient être réglées. Exactement. Et qui n'ont pas été. Donc, vous voyez, et ça fait un tampon quand aujourd'hui les gens disent c'est un Sankariste. Ça fait un tampon, ça rappelle un peu Sankara. Parce que Sankara, quand il était commandant du SNEC, le Centre national d'entraînement commando de Pau, il avait eu le même problème. Pas seulement avec sa caserne, mais avec la population de Pau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'eau. Il avait plus de 300 hommes et ainsi que la population, il n'y a pas d'eau dans la région. Il a débarqué un jour, il est parti à la CFAO, il a pris une facture pour format pour une motopompe qu'il allait installer. Et il est venu dans le bureau de l'Amizala et pour lui tendre, il dit, voilà, il dit c'est quoi? Il dit, moi j'ai des hommes, ils ne boivent pas, et la population ne boit pas, le président de l'Amizala. Donc vous voyez, c'est des hommes qui ont eu des référentiels qui a mobilisé les gens. Et aujourd'hui, c'est son cas. Moi, je ne crois pas à cette histoire qui veut que... Et c'est pourquoi la CEDEAO encore va être en déphasage. Parce que quelqu'un qui vous parle de sa population, des gens qui n'ont pas à manger à boire, vous venez lui parler d'élections. Il faut au moins mettre la forme. Mais le président Youssouf est parti, sa première déclaration c'est de dire non, que le gars sera conforme. On en parlera tout à l'heure. Oui, moi je reviens à ce que j'ai dit. En fait, dans la déclaration, la raison qui est venue, c'est la raison sécuritaire. Oui, aujourd'hui, la principale, non, c'est la principale raison. Moi, la question que je me pose, moi, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, si Damiba, qui est militaire, qui est avec eux, pour telle ou telle raison, n'a pas pu faire face à la situation sécuritaire qui s'est davantage dégradée au temps de Rock, est-ce qu'aujourd'hui, eux, au temps de... Non, de Rock, non, je parle de Damiba. Donc, lui, c'était l'argument qu'il avait dit. Puisque ça s'est dégradé, lui n'a pas su vraiment assurer la sécurité des Burkinabés. Maintenant, quel gage qu'on a que eux, ils vont le faire? C'est ça la question, véritablement. C'est pour ça, de mon point de vue, la question sécuritaire, c'est vrai, c'est quelque chose que les gens vivent. Lui, il est sur le terrain, un certain nombre de choses. Je suis d'accord qu'on doit réclamer, la population peut demander à ce qu'on mette plus de moyens à la disposition de ceux-là qui se sacrifient jour et nuit pour les populations civiles, les militaires qui sont sur le terrain, si on ne leur met pas dans les conditions. Je pense que c'est ça qu'il faut faire de mon point de vue. Maintenant, le fait de, simplement parce qu'on n'a pas pu peut-être faire en sorte que dans le cadre d'un dialogue, que les moyens soient mis à la disposition et qu'on ne trouve la solution que d'en renverser un régime, juste pour faire... Mais je pense que c'est pour ça que je parle de spirale, l'éternel recommencement. À mon avis, ce n'est pas ça la solution. Il faut trouver des solutions sur le plan des solutions démocratiques. Le coup d'État aurait dû intervenir si la question sécuritaire doit être un argument pour faire le coup d'État contre Goodluck Jonathan en 2014 au Nigeria. Pratiquement, la partie nord-est du Nigeria était sous le contrôle de Boko Haram. Mais ça n'a pas été fait. C'était le même argument. Justement, c'est-à-dire que c'est la déception ou le désarroi des populations nigériennes qui ont fait en sorte que Buhari, qui avait été candidat plusieurs fois malheureux contre des régimes, il est venu au pouvoir. Mais de justesse, il a été réélu parce qu'il n'a pas su apporter la solution, justement par rapport au Boko Haram. Donc c'est pour ça, de mon point de vue, la solution démocratique doit être privilégiée. On a dit on ne va pas revenir sur les raisons, justement, de coup d'État en partie, qui sont justifiées par la malgouvernance, y compris sur le plan sécuritaire pour le cas du Burkina Faso. Aujourd'hui, quel gage on a? Est-ce que cela veut dire qu'à l'issue du dialogue qu'il a convoqué pour le 14 et le 15, lorsque un nouveau chef d'État de transition militaire ou civile sera désigné, lorsqu'il sera incapable de faire face à la situation, cela veut dire que lui-même il sera renversé. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans vraiment le cercle vicieux, justement, de coups d'État interminables. Il faut avoir le courage de poser véritablement le problème, justement parce que l'opinion publique, elle est versatile. C'est ça le véritable problème. Oui. Oui. N'écoute pas, parce que vous parlez de dialogue. Mais quand les gens n'écoutent pas, comment on appelle, ils n'écoutent pas ceux qui les ont élus, ils n'écoutent pas les populations. Et même quand celles-ci veulent s'exprimer, parfois, on utilise oui, mais, la loi et la force pour le cas du Burkina en particulier, ou d'agir. Pour le cas du Burkina en particulier, on ne peut pas reprocher ça à Roch. Par rapport justement au manque de vivres qui avait justifié et où l'attaque, il a quand même apporté une solution rapidement. Il a limogé, je crois, le chef d'État. Il a donné une réponse, mais cela n'a pas suffi. Je pense que véritablement,
quand je vois les gens soutiennent, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État. Le coup d'État, il faut le condamner si on est démocrate. On ne peut pas être démocrate aujourd'hui et après-demain être vraiment à faire l'apologie d'un coup d'État. Il y a un véritable problème de gouvernance à tous les niveaux en Afrique. Mais c'est ça justement la cause. Non, on est unanime à des choses. Non, on ne parle pas. Non, il n'a pas refusé. On est en train de parler d'un cas particulier. Non, en quoi? J'arrive. J'arrive. Non, moi je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Mais les Bala, ils ont marché pour soutenir. Sur ce plateau, les images sont là. Vous pouvez revenir là-dessus. Moi, je condamne ceux qui ont marché pour apporter leur soutien justement à Salou Djibo. On ne peut pas être démocrate hier ou après-demain. Il y a un problème. Moi, c'est des positions de principe. Justement, moi, je n'ai jamais fait l'apologie. Justement, ils ont marché. Non, justement, ils ont marché pour vraiment soutenir, pour faire des trucs comme ça. C'est pour ça, moi, je pense que tant qu'on va continuer à faire ça, on ne sortira jamais. Et je vous le dis, dans des pays comme le Burkina, le Mali, tant qu'on continue à manipuler une certaine opinion publique qui sort dans la rue pour manifester, que ça donne le prétexte justement pour dire que voilà, et qu'on fait un coup d'État, ces pays ne viendront pas. Mais pour ça... Qu'est-ce qui est bien dans l'absolu? Qu'est-ce qui est bien dans la question pour évoluer? Qu'est-ce qui est bien dans l'absolu? Le respect stricto sensu des principes démocratiques et tout, ou bien le bien-être des populations et les désiderata des populations. Qu'est-ce qui est bien? Pour moi, si on s'inscrit dans la logique de la démocratie, c'est ça. Si on ne veut pas de la démocratie, mais autant revenir à des régimes militaires, c'est aussi simple que ça. C'est tout. C'est soit on reste démocrate, il y a des insuffisances de la démocratie qu'il faut consolider en revoyant la question de la gouvernance et on trouve les solutions à des problèmes, des problèmes qui se posent de façon conjoncturelle, on le trouve des solutions démocratiques ou bien si on estime, on s'accommode plus des régimes militaires, mais on y va vers des régimes. Parce que moi je trouve que peut-être qu'on est en train de biaiser. On n'a pas biaisé. Non, en fait, je vais dire dans le débat. Non, on est biaisé. La démocratie, c'est de quoi il s'agit en fait? Mais justement, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est un processus. Non, mais le bien-être des populations là. Mais attends, mais on a choisi un modèle de démocratie, de gouvernance. En fait, le bien-être des populations, c'est d'abord des actions. C'est pas des actions et tout. Oui. Ce n'est pas par l'énoncé de simples principes et tout. Donc, est-ce que dans les actions, voilà, parce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça justement qui préoccupe plus les populations que les énoncés des principes? Non, Abdraman. Est-ce que ce n'est pas les actions, non, les faits? Non, c'est-à-dire que l'opinion là, elle est versatile en vérité. Mais il n'y a pas que ça. Au fait, aujourd'hui, il y a une opinion publique où on est en train d'aller vers une démocratie contestataire. Il a dit, la démocratie s'inquiète. Moi, je dirais que la démocratie, c'est un processus. Donc, il va falloir aller avec des insuffisances qu'il faut corriger pour consolider et arriver à un certain moment où, parce que les démocraties occidentales ne sont pas construites en peu de temps. Maintenant, non, justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas marcher à reculons, quels qu'en soient les problèmes. Je vais donner l'exemple du Sénégal. Quelles qu'en soient les contradictions, lorsqu'on s'engage dans la voie du processus de la démocratie, il faut surmonter, trouver les solutions de façon démocratique. Mais lorsque il y a un groupuscule, justement, qui sort dans la rue, qui fait un certain nombre de choses, et qu'on dit que non, le peuple, voilà ce qu'il veut, et que des opportunistes militaires profitent pour renverser les institutions démocratiques, mais on ne construit... Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse à un certain moment un choix de modèle démocratique. Si on estime que la démocratie africaine dans le Sahel, à partir du renouveau des années 90, a montré ses limites, on regrette le régime d'exception, les régimes militaires, mais on n'a qu'à revenir à des régimes militaires. Quand les militaires font des coups d'État, on n'a qu'à rester. Et les pays, c'est parce qu'ils sont dans la CEDEAO. Les pays peuvent sortir justement de cet ensemble et choisir la voie justement du régime militaire et puis continuer. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Merci. Avant de vous donner la parole, docteur, je vous propose de suivre cet élément sur l'évolution de la situation, même après le coup d'État, quelques jours après, et le retour au calme, avec l'intervention d'un de nos confrères, donc journalistes, éditorialistes burkinabés, qui essaie un peu d'expliquer le sentiment des populations dans les derniers mois ou dans les dernières semaines du régime, enfin de la présidence de Damiba, et bien avant de celle de Roch Kaboré. Cet élément est signé, encore une fois, notre camarade de la rédaction, Moustapha Zaman. Le calme est revenu à Ouagadougou, la capitale burkinabé, ce dimanche matin, après une nuit mouvementée. La veille, des manifestants redoutant une probable contre-offensive sur la capitale de la part du lieutenant-colonel Damiba se sont regroupés en soutien aux putschistes un peu partout dans la ville, s'en prenant au passage aux intérêts français,
comme ici devant le siège de la société Citaraï, filiale du groupe Bolloré au Burkina Faso, ou encore un peu plus tôt au centre culturel et à l'ambassade de France à Ouaga. Ambassade, service visa, sortez massivement. Ce matin, c'est en héros que le capitaine Ibrahim Traoré est accueilli. Lui et ses hommes se sont rendus à la télévision publique burkinabé pour faire passer un double message. Tenons à informer la population que la situation est sous contrôle. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme contre l'ambassade de la France ou la base militaire française 6 à Camp-5. Le couvre-feu a été levé et la fermeture des frontières allégée. L'ère d'Amiba semble tourner. L'ex-chef de la junte a laissé un bilan militaire et socio-économique assez décevant, comme le souligne ce éditorialiste de la chaîne privée Burkina Info. Vous avez vu toutes les comédies qui ont été organisées par Damiba et son gouvernement depuis qu'il est arrivé. Opération Manamana pour balayer des rues. Vous balayez des rues devant des champs. Les gens sont assis, ils vous regardent parce qu'ils ne font même pas confiance à votre initiative. Ils trouvent que ça n'a pas de sens. Vous allez plus loin. Vous avez vu qu'on a augmenté par 2 fois le prix du carburant à la pompe. Et au même moment, on a doublé les salaires des membres du gouvernement et du président du Faso. Dans un pays en crise où tout est totalement difficile, aucun ministre, si intègre soit-il, n'a eu le courage de démissionner pour dire cette manière de faire là n'est pas une très très bonne chose. Après l'euphorie, place à présent à la satisfaction des attentes des Burkinabés. Les nouvelles autorités militaires qui affirment ne pas être intéressées par le pouvoir restent ouvertes à toutes les options. La suite de la transition pourrait par exemple être dirigée par des civils. Ils entendent également s'inscrire dans la continuité de la feuille de route et du calendrier tracé par la CEDEAO. Ce qui pourrait changer, c'est l'implication d'autres partenaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment la Russie. C'est en tout cas le souhait de plusieurs Burkinabés. Ça ne fait que commencer. Les interventions des uns des autres. La démocratie, c'est le régime du peuple pour le peuple. Ça veut dire que quand le régime est démocratique, tout le monde a respecté les règles. À partir du moment où vous ne respectez pas les règles, en Afrique, il n'y a pas de contre-pouvoir organisé en dehors de ça. Il n'y a rien à faire tant que les gens vont continuer dans la mauvaise gouvernance. Il ne faut pas se faire ces choses. Moi, je me dis que, sincèrement, on aurait pu éviter tout ça si les gens ont respecté les règles. Sourok, le ministre de la Défense, pour vous donner un exemple de la mauvaise gouvernance du Burkina Faso, s'est retrouvé à acheter des blindés en carton en Turquie pendant qu'il construisait un château pratiquement dans son village. Je crois que ça a été l'objet, comment on appelle ça, le motif pour lequel il a été dégagé avant même les élections. Donc, j'accorde du crédit à ce que ce jeune homme l'a dit, mais moi je pense qu'il ne remettra pas le pouvoir à quelqu'un. Nous sommes en Afrique, il remet le pouvoir, demain on va l'arrêter pour dire qu'il est en train de préparer un autre coup d'État. Donc le 14 et le 15 là, en tout cas il va être... Oui, les assises nationales pour le 15 ans. Voilà. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, en tout cas je pense qu'il va être confirmé. Maintenant le problème fondamental c'est que on se rend compte que sur le terrain, Damiba est revenu de Djibo, quelques heures après on l'a évincé. Or à Djibo, qu'est-ce qui s'est passé? Djibo, je pense que beaucoup ne le savent pas, c'est l'un des Émirats, les deux Émirats de Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? La ville est carrément assiégée. Assiégée. Vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas sortir. La dernière fois, avant-hier, je crois qu'on leur a même largué 70 tonnes de mines. Il n'y a plus de possibilité pour les véhicules d'y aller. Parce qu'il y a des mines et puis il y a des embuscades. Et en plus, c'est que la veille de l'arrivée de Damiba, sur 200 véhicules qui acheminaient des vivres là-bas, plus de 100 ont été brûlés. C'est vrai que les véhicules étaient accompagnés par un hélicoptère, mais les témoins ont dit non, les terroristes ont tiré sur l'hélicoptère, au point où s'ils ne se dégageaient pas, il allait être abattu. Donc c'est pour dire que même sur le plan tactique, il y avait des problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de l'armée, Damiba a créé des commandements qui ne sont pas de nature à renforcer la cohésion de l'armée. Il y a l'état-major général, mais il crée aussi le centre d'opération du théâtre national. Ce qui fait que fondamentalement, ce n'est pas l'état-major qui conduit les opérations, mais
une structure parallèle qu'il a créée avec ses amis. Et quelques temps avant, quelques jours avant, il s'est réapproprié le ministère de la Défense. Oui, il en était plus, chef de l'État, en même temps ministre de la Défense. En plus, c'est qu'il il récupérait toutes les forces spéciales pour en faire genre garde présidentielle sur le modèle de Blaise Compaoré. Mais là, je crois que les gens se sont rendus compte de d'autres issus. Oui. Attends, je remarque que toutes les forces spéciales fabriquées, formées par les Américains là, sont en train de prendre le pouvoir en Afrique de l'Ouest. Donc quand tu formes les Américains forment des forces spéciales chez toi, il faut les éloigner de la capitale. Moi je pense que c'est la meilleure option. Et vous avez vu, les Américains n'ont pas condamné. Ils disent on ne veut pas de. On ne veut pas de relation entre vous et Wagner. Mais dans le fond, ils n'ont pas condamné. Et je pense que même la France a contribué à ce coup d'État. Sincèrement, rappelez-vous, depuis 2010, la force française spéciale, ceux qui vont à Ouaggala par avion, ils ont occupé une partie de l'aéroport. Malgré leur présence, 40% du territoire sont occupés par les terroristes. Malgré leur présence, chaque jour il y a des meurtres, surtout au nord et à l'est du pays. Les forces burkinabées sont incapables de lancer une contre-offensive. Pourquoi? Parce que tout simplement ces forces-là n'ont pas les moyens. Que dit la France la dernière semaine où on allait faire partie d'Amiba? On va vous donner des armes d'occasion et des véhicules d'occasion. Moi je pense quand même qu'il y a du racisme dans cette histoire-là. Vous envoyez les armes les plus perfectionnées en Ukraine, hein, et vous promettez, même pas donner, vous promettez des armes obsolètes aux Burkinabés pour qu'ils aillent combattre le terrorisme. Hein? Oui, qui sont surarmés. Et moi je me dis, ça doit même nous inquiéter nous autres par rapport à nous autres qui partageons la même frontière que les Burkinabés. Si vous avez vu les images de l'attaque de Djibo, en fait, ces terroristes-là, ils ont acquis de nouvelles armes, susceptibles même d'abattre des hélicoptères et des avions. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces armes? Où? Donc, moi je me dis quelque part, il faudrait que les gens... c'est vrai qu'un coup d'État, ce n'est pas toujours intéressant, mais il y a de bons et de mauvais coups d'État. Non. Vous savez, Bazoum était il était devant nous. Voilà, Bazoum était devant nous. Il est monté sur un tonneau. Moi, je suis monté sur un tonneau. Voilà. Quand vous avez marché pour remettre le mémorandum, moi j'ai dénoncé, on ne peut pas être démocrate et puis soutenir un coup d'État. Même si ça arrange. Oui, mais il y a un problème. Moi, je pense, pour parler plus sérieusement, ce coup d'État intervenu au Burkina, quelque part, moi je pense que c'est même du pain béni pour le Niger. Pourquoi? Parce que ces jeunes gens, tels qu'ils sont en train de démontrer leur arme d'aller se battre au front, ça veut dire que les terroristes, ils sont combattus au Mali, ils sont en train d'être combattus franchement au Burkina Faso, donc ils vont forcément se diriger vers le Niger. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, pour voir si réellement la France nous soutient effectivement. Parce que si la France nous soutient, c'est le moment ou jamais d'en finir une fois pour toutes avec eux, puisque là, ils seront pris entre trois feux. Vous avez les Maliens, les Burkinabés qui sont, et sous nous, les Nigériens de ce côté. Même les Béninois. Et même les Béninois, si nous de ce côté. Voilà. Donc, si nous, les Nigériens, avec les forces françaises, on les prend en sandwich, normalement, on doit être en mesure de juguler un temps soit peu. Maintenant, si on n'arrive pas, c'est en ce moment qu'il faut réellement encourager et participer à la contestation qui dit que la France n'est pas amie de nos pays, elle est plutôt amie des terroristes. Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est clair, les choses sont assez claires. Il y a deux pays qui, plus ou moins, semblent avoir pris le taureau par le corne dans cette situation de sécurité où on a qualifié de ventre mou. Ils sont en train de... Parce que vous avez remarqué, en une semaine déjà, il a pu ravitailler Djibo, même si c'est héliporté, et il a pu mobiliser plus de... La dernière fois, on a dit sur la télévision, parce que dès qu'il est venu, il a rencontré les SG, il a demandé tout ce qu'il y a comme pick-up sur Cal ou qui n'est pas utilisé, de leur donner, l'armée a besoin. Donc, avant-hier, je suivais sur la télévision, ils ont eu 58 pick-up qui sont en train de monter des pièces dessus pour pouvoir aller au front. Ils n'ont pas demandé l'aide extérieure sur ça. Donc, c'est une aide. Dans un premier temps, c'est eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'ils ont montré la volonté d'y aller. Donc, forcément, ces gens doivent être accompagnés, et ils le seront certainement. Et quand ils seront être accompagnés, c'est forcément
au détriment des terroristes. Les terroristes seront pris en sandwich. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est intéressant, la suite va être intéressante pour notre pays. Savoir qu'il faut que nous on se prépare, nos militaires se préparent, et avec les forces françaises, on va voir réellement qui fait réellement le jeu des terroristes ou le jeu des populations. Alors, l'enquêteur du 5 octobre, le quotidien a titré Niamey bousculé par le coup d'État au Burkina Faso. Niamey bousculé par le coup d'État au Burkina Faso. Et puis le journal Niger Inter Hebdo, le hebdomadaire, titre Damiba out, Traoré in et après. Damiba out, Traoré in et après. Et puis le journal Le Canard déchaîné, l'armée du Burkina peut-elle se relever de cette révolution de palais? L'armée du Burkina peut-elle se relever de cette révolution de palais? S'interroge le journal Le Canard déchaîné. Et Le Monde d'aujourd'hui, le journal Le Monde d'aujourd'hui, titre Coup d'État au Sahel, le temps des désordres pour faire l'ordre. Coup d'État au Sahel, le temps des désordres pour faire l'ordre. C'est un sujet des relations internationales, l'ordre et le désordre. Le temps des désordres pour faire l'ordre, c'est l'interrogation que se pose le monde aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'explication de ces coups d'État au Sahel? Alors, on va rajouter à tous ces titres cette visite de la délégation de la CEDEAO, dirigée ou co-dirigée par la ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau, qui assure la présidence de la conférence des chefs d'État, et puis le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, l'ancien président de la République, Mahamadou Issoufou. Une visite à demi-teinte quand même, puisque la délégation... la délégation n'a pas reçu l'accueil l'accueil souhaité, surtout par les populations burkinabées. Mais bon, les nouvelles autorités militaires du pays ont pu quand même rencontrer cette délégation. Et je vous propose de suivre cet élément avec notre camarade de la rédaction de la télévision Montferré, Sidou Karouna. Des barricades partout sur les routes de l'aéroport menant au centre-ville de Ouagadougou et à la présidence du Faso. Des manifestants brandissant des pancartes hostiles à la CEDEAO. Des slogans dénonçant de la délégation de la CEDEAO à Ouagadougou. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les populations burkinabées ont eu du mal à accepter l'arrivée de cette délégation de l'Organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest au Burkina Faso. Ils n'aiment pas la CEDEAO. Alors, donc si CEDEAO ne joue pas son rôle là, on va montrer la CEDEAO que Burkina Faso appartient à les Burkinabés. On se lève, on dit que Damiba a dévié, il faut changer. Et voilà, la CEDEAO encore sur ses grands chevaux. Je ne sais pas pour faire quoi. 87, ils ont tué M. Thomas Sankara parce que le Burkina Faso n'a pas été conscient. Voilà pourquoi ils ont tué Sankara. Donc il y a deuxième Sankara à leur hôtel. Voilà. Nous voulons maintenant que tout le monde soit présent. Que maintenant, ce qu'on fait en 87, on ne peut pas faire en 2002. Défi dans la rue par les populations, la délégation de la CEDEAO a été contrainte de rencontrer les nouvelles autorités burkinabées à l'aéroport de Ouagadougou où elle a tenu à livrer le contenu de son message. Cette mission qui est composée de la ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau et du président de la commission de la CEDEAO notamment, comme je l'ai dit, est une mission d'information sur la situation dans le pays. Cette mission a été l'occasion pour nous d'avoir deux rencontres importantes. Une première rencontre avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut noter
que le premier contact de la CEDEAO avec les nouvelles autorités militaires burkinabées intervient 4 jours seulement après le renversement du lieutenant-colonel Sandaogo Damiba, dans un contexte de défiance totale vis-à-vis de la France, mais aussi vis-à-vis de la CEDEAO, que l'on présente à tort ou à raison comme une organisation pilotée par la France. Je reviens par rapport à cette dernière partie, surtout principale-là, pour ce qui est un peu de la démocratie, parce qu'on a comme l'impression que tout ce qui préoccupe un peu la CEDEAO, c'est les élections, l'organisation des élections, n'est-ce pas? C'est le sentiment dominant un peu partout dans les pays, les 16 pays ou les 15 pays membres de la CEDEAO, c'est le sentiment dominant. Et il se base, ou du moins, ça fait que les gens considèrent que la CEDEAO, c'est un syndicat des chefs d'État, n'est-ce pas? Une fois que vous êtes devenu chef d'État par les élections, la CEDEAO est là pour vous protéger, même si vous gérez mal. Quand vous voulez modifier la Constitution pour vous imposer, pour vous donner un 3e mandat, la CEDEAO n'a pas de sanctions à prendre. Quand les populations meurent parce que le pays est mal géré, parce que les gouvernants qui sont là, ils ne pensent pas à améliorer les conditions de vie des populations à la base, la CEDEAO est consciente de ça. Elle ne dit rien. C'est maintenant quand il y a intrusion de l'armée sur la scène, à ce moment il se réveille. Non, on est contre. Non, la démocratie n'est pas une fin en soi, docteur. La démocratie, c'est juste un moyen pour parvenir à améliorer les conditions de vie des populations de manière transparente, et je soutiens ça. Ce n'est pas juste des élections, telles qu'on en voit dans nos pays où le gars il vient, il s'installe, il fait, à la limite, il se comporte comme un dictateur civil, n'est-ce pas? La gestion orthodoxe des biens publics fout le camp. Et comme on avait dit, le favoritisme, la corruption, et toutes les pratiques qui nuisent au développement d'un pays font le lit dans le pays. La CEDEAO voit, l'exclusion est là. On considère que ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous, vous êtes alors notre ennemi. Vous n'êtes pas un citoyen, ou vous êtes un citoyen de seconde zone. C'est des choses comme ça. Et ça crée un sentiment de frustration. Et même y compris au sein de l'armée, souvent. Même y compris au sein de l'armée. Parce qu'on a tout politisé. Tout. L'armée ne devait pas être politisée. Ne doit pas être politisée. Les forces publiques de manière générale. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Parce que vous êtes en position de pouvoir. Parce que la justice, c'est le dernier pilier, c'est le rempart. Quand vous êtes venu au pouvoir par les unes, vous voulez abuser du pouvoir pour brimer votre peuple. C'est la justice qui doit en dernier ressort déterminer que vous dire que non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire. Et maintenant, vous pouvez mettre la Constitution de côté, vous faites ce que vous avez envie de faire. La justice est là et observe parce que la justice aussi est instrumentalisée. Tout le monde tient à son poste. Voilà un peu le levain qui fait que, quand les gens disent, tout le monde aime la démocratie, hein, c'est le meilleur système de gestion dans tous les cas. Mais le problème, c'est que ceux qui sont là, qui sont arrivés par des voies démocratiques, une fois qu'ils s'installent, ils mettent tout de côté. J'ai été élu par le peuple. S'il y avait un système de sondage dans nos pays, là, c'est même gens qui se disent, j'ai eu 30, comment on appelle ça, 80%, j'ai été élu avec 14. S'il y a des systèmes de sondage, la personne, on va faire un sondage, la personne va constater que son cote là, ça a dégringolé, que ceux-là qui ont voté pour lui, ils ne sont plus d'accord avec lui, n'est-ce pas? C'est parce qu'il n'y a pas ce genre de système en Occident, on voit ça. La popularité, le sondage d'opinion, ça monte. Vous venez au pouvoir, au bout de quelques temps, vous ne pouvez pas être au pouvoir pendant toute la période du mandat, considérez que j'ai eu 70%, ça veut dire que tous les 70% des votants là, ils sont toujours d'accord avec moi, quelles que soient les politiques publiques que je vais mettre en œuvre. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la gouvernance qui règle tout. Si la gouvernance, la bonne gouvernance est instituée dans nos pays, moi je suis convaincu qu'aucun soldat ne va prendre le risque de faire l'intrusion parce que c'est les civils qui vont lui dire ça. C'est les populations qui vont sortir. Mais quand vous faites du mal, vous êtes conscient que vous faites du mal. Vous violez les textes qui fondent votre existence, votre arrivée au pouvoir. Mais alors, les populations civiles n'ont pas les moyens de vous faire partie. Surtout quand vous leur empêchez en plus même de manifester pacifiquement pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec votre gestion. Merci. Et en Amérique latine, il y a eu quelques exemples. Mais pas seulement en Amérique latine, ici, il y avait un peu partout où les gens ils décident.
Quel pays? Sri Lanka, c'est Sri Lanka ou quel pays où on a chassé Karma? Ils sont carrément entrés dans le palais pour ramener. Voilà, tout à fait. Alors, Tradam, ce dernier titre du journal Le Monde aujourd'hui, coup d'État au Sahel, le temps des désordres pour faire l'ordre, c'est une interrogation, c'est vrai, mais est-ce pas autour de cette principale question, autour de cette question que tourne tout ce qui se passe au Sahel avec le renversement des régime élu qu'on voit et la résistance du coup d'État. Oui, bien entendu, parce que déjà, pour qu'il y ait coup d'État, il faut qu'il y ait un désordre. Si pour eux, le coup d'État est un désordre, effectivement, il ajoute un autre désordre pour pouvoir aller vers un ordre nouveau. Parce que, comme on l'a tous rappelé ici, le coup d'État ne vient jamais comme un cheveu dans une soupe. Chacun y voit les prémices d'un coup d'État. Au Burkina et au Mali, tout le monde savait que ça allait venir, c'était le moment qu'on ne savait pas. N'est-ce pas? Tout le monde avait cette certitude que ça ne peut pas durer cette atmosphère. Oui, en Guinée aussi, tout le monde savait que ça allait venir. Mais la CEDEAO qui se pavane partout, elle n'a jamais, même si, bon, il faut le reconnaître, je suis la dernière fois, le président Bazoum disait qu'ils ont introduit un nouvel article dans le protocole additionnel sur le troisième mandat. Mais il n'y a pas que le troisième mandat, il faut aller dans le fond. Le troisième mandat, il est consécutif à une mauvaise gestion, parce que quand vous gérez bien, vous n'avez pas besoin d'un troisième mandat. Mais c'est parce que vous avez géré mal et que vous avez beaucoup de casseroles, vous ne voulez pas qu'on poursuive, et c'est comme ça que vous créez les conditions d'être... Le débat il y a quelques années, c'était de dire que pour permettre aux chefs d'État de quitter le pouvoir tranquillement et tout, il faut leur donner des garanties qu'ils ne seront pas poursuivis ou inquiétés après avoir laissé passer. C'est ça que j'ai dit. Non, mais ça que j'ai dit. Non, mais en fait, c'est pour ajouter à ce que vous dites. Effectivement, c'est parce que les gens traînent des casseroles qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Non, même ça. Et qu'ils veulent consolider en tous les cas le troisième ou quatrième mandat. Le président, tout ce qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions, le président, il est responsable de ça. Il ne peut pas être poursuivi pour ça. Donc, il n'y a pas, peut-être, sauf pour la haute trahison, oui. Bon, la haute trahison, vous les juristes, c'est à géométrie variable. Non, mais même si c'est défini. Et puis, même quand ça existe, comment je suis chef d'État. Voilà, mais ça, comment je suis chef d'État, je suis là assis, et je voudrais bien quitter le pouvoir. Et je vois ce qui se passe en Mauritanie, ou ce qui se passe en Angola, par exemple, quand je suis chef d'État. Bon, on réfléchit. Mais surtout, je dis, l'histoire de haute trahison, les différentes cas de haute trahison, c'est les juristes encore, c'est vous les juristes. Parce qu'en réalité, je ne fais pas le procès des juristes puisque tu es là, mais regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Burkina. C'est les juristes qui sont venus rapidement autour du Traoré pour lui dire il faut faire comme ça, on l'a rapidement concocté. C'est les juristes, c'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on ne peut pas gouverner ça? Non, mais voilà. Mais donc, vous avez une responsabilité aussi de dire à ces élus-là, une fois élus, la constitution là, c'est sacré. Il faut respecter ça, il faut respecter ça. Mais quand vous-même vous contribuez à torturer, à triturer la constitution, à la violer, parce que les chefs d'État en général, dans l'absolu, eux, ils sont en haut. Comme Déby l'a dit personnellement, il dit la dernière fois pour finir. Et même ici, malheureusement, la 6e République a dit ça. Voilà. La constitution, c'est des juristes. Oh, c'était des juristes. Déby a dit que lui. Même ici, le voilà. Déby a dit que non, lui, il était assis. On lui a envoyé pour le faire. Il a dit ça. Donc, quelque part, c'est vous qui êtes vraiment responsable de tout ce qui est en train de. Parce que désordre, s'il y a aussi désordre. Parce que une fois que la constitution est écrite, elle est votée par le peuple, vous devez être en mesure de rappeler toujours au terrain du pouvoir que attention, ça c'est comme ça, mais dès qu'on vous dit non, on tape une fois c'est fini, tout le monde se met à l'écart et puis bon, on observe et résultat de course. Bon, je suis d'accord en partie, il faut peut-être relativiser. Certains juristes, certains juristes, justement, c'est eux qui, je suis d'accord avec ce que vous dites, ils œuvrent dans l'ingénierie constitutionnelle pour triturer, faire tout ce que vous faites, je suis d'accord, certains. Mais je pense que je voulais un peu revenir à ce que Hussein a dit. Il dit que la démocratie, ce n'est pas une fin en soi, je suis d'accord, mais on a opté aujourd'hui pour la démocratie. Radam, je suis d'accord avec vous, c'est le mot mauvais de régime parce qu'il respecte les libertés. C'est peut-être là où, avec les régimes militaires intégrés, non, certains, je vais revenir à ça. Maintenant, l'autre chose, je pense que
tous d'accord, en réalité, ces derniers temps, ce qui pose l'instabilité pour le plan institutionnel, c'est la malgouvernance. Et aujourd'hui, on a vu comment la CEDEAO est décrite, on a tous dit. Parce que le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, c'est l'a dit, il n'y a pas que la démocratie en termes d'élection, de mode d'accession au pouvoir à travers les élections. Lorsque on relègue la question de la bonne gouvernance au second plan, où on se préoccupe beaucoup plus le résultat ne peut que donner ce qui est en train de se... C'est pour ça que je pense que quelque part, la CEDEAO elle-même doit revoir justement la place qu'elle a juste là réservée à la question de la bonne gouvernance pour exiger, peut-être comme au même titre que le renforcement anticonstitutionnel, lorsque dans un pays, un chef d'État démocratiquement élu, un président, ne respecte pas en tout cas les règles de la bonne gouvernance, il peut être sanctionné, il peut faire des choses comme ça. C'est comme cela on peut prévenir. Maintenant, l'autre chose, et pour conforter ce que je viens de dire, aujourd'hui, on passe le Rwanda comme étant le meilleur modèle en termes de malgouvernance. Mais Paul Kagame n'est pas un démocrate, il n'y a pas de démocratie, c'est un régime policier. Mais pour autant, aujourd'hui, la communauté internationale le présente et tout le monde est d'accord. Nous-mêmes, on le dit souvent, en termes de bonne gouvernance, on prend l'exemple du Rwanda. Mais ce n'est pas un modèle démocratique. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'on fait le choix. Si on veut revenir à un régime militaire, pour un certain nombre de raisons, on peut le faire. Quand on prend les deux exemples, du Mali et du Burkina. Au Mali, au Burkina d'abord, avec la révolution qui a chassé Blaise le 31 octobre, je crois 2014. Après ça, il y a eu deux autres coups d'État. Mais est-ce que, si c'est toujours cette spirale-là, au lieu que les militaires, justement, remettent le pouvoir en un petit peu de temps, si on estime qu'ils peuvent mettre de l'ordre dans le cadre de la refondation des institutions, on peut leur donner justement la chance de voir jusqu'à quand ils peuvent conduire la transition et assainir un peu ce que les civils ont sémé, puisque c'est comme ça qu'ils disent, le désordre là, et pour revenir à ça, et après on remet à un civil pour voir si ça peut marcher. La même chose pour le Mali. Pour voir. Oui, mais justement, parce que je ne suis pas convaincu en réalité. C'est pour ça, comme on accepte que la démocratie c'est un processus, donc il va fonctionner avec des insuffisances qu'il faille corriger sans pour autant remettre fondamentalement en cause l'ordre démocratique. Donc je pense que quelque part pour moi c'est comme ça qu'il faut concilier. Mais fondamentalement le véritable problème c'est la question de la gouvernance qu'il faut revoir. Et la CEDEAO, je pense qu'à tirer les leçons de tout ce qui est en train de se dire, où on ne peut pas aujourd'hui seulement défendre l'aspect démocratique des élections et ne pas exiger de la part des chefs d'État, en tout cas qui sont élus, qu'ils appliquent la bonne gouvernance, que sous toutes ses formes, la question de l'indépendance de la justice, la question de l'égalité et tout ce qui s'ensuit pour voir effectivement si en alliant les deux, on ne peut pas le faire. Et l'autre chose, je voulais parler un peu, et tout à l'heure, comme Bounti disait, mais on est tous d'accord, on ne peut pas faire de la défense et de la sécurité de notre population du territoire par procuration. Personne ne peut remplacer nos armées nationales. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, il faut mettre l'armée dans les conditions pour qu'ils puissent justement travailler. Avec ce qu'ils viennent de dire pour Zibo, là, je pense que le fait de réquisitionner des véhicules 4x4 pour mettre des 12-7, ça ne résout pas le problème. C'est dans un premier temps, c'est l'aviation qu'il faut mettre en action pour vraiment sur le plan stratégique, tactique, affaiblir les positions de ces djihadistes-là avant que les fantassins ne rentrent. Sinon, ils vont aller se faire canarder et puis on va dire que lui-même, il est incapable de tout comme ça. Non, mais vous savez pourquoi je le dis? Mais Bounti a dit, et il a eu des informations comme quoi, avec le siège de Djibo, où il y avait 200 véhicules qui venaient, certains, puisqu'il y avait des hélicoptères il y avait un seul hélicoptère. Oui, mais ils ont tenté, ils ont voulu abattre l'hélicoptère. Ça veut dire qu'ils ont les moyens. C'est pour ça qu'il faut trouver des moyens aériens de dernière génération, je ne sais quoi, où il faut prendre des photos satellites, le surprendre, bombarder leur... Oui. En fait, c'est ça qu'ils reprochent à Damiba. Damiba de n'avoir pas, parce que le convoi, il y a une reconnaissance d'abord avant d'y aller. Tout à fait. La reconnaissance. Ils ont prévu un effectif qui doit aller. Les armements types qu'il faut mettre pour y aller. Parce que c'est un convoi qui fait 1,5 km, n'est-ce pas? Donc ils ont prévu la rupture de charge à chaque niveau. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme pièce, qu'est-ce qu'il faut mettre comme... Mais c'est lui qui a dit non, en tant que ministre de la Défense. Bon, il a refusé. Donc c'est pour ça, c'est l'un des arguments aujourd'hui. Voilà. Comme ils ont le pouvoir. Mais tu as vu, comme ils ont eu le pouvoir, rapidement, eux, ils ont vu que par la route, ça va être compliqué. Ils sont partis sur le moyen aérien. Oui, non. À partir d'hier, ils sont partis déjà. Bon, maintenant, on attend les résultats. Voilà. Moi, je souhaiterais qu'ils rentrent en France sur le principe. Pour moi,
commence à reprendre une partie du territoire burkinabé qui était perdu sous la présidence d'Amiba là, et puis vraiment qu'il donne raison au peuple que véritablement Damiba a failli parce qu'elle n'a pas mis les moyens. Mais moi je pense que de mon point de vue, la question sécuritaire, c'est une question qui dépasse un seul État. On a vu, Boko Haram s'était embourbé. Pendant combien d'années les gens se posent la question, qui donne les armes? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Boko Haram, c'est dans une sorte de forêt. Non. La forêt de Sambisa. Non, mais ici. Mais on a bombardé combien de fois Sambisa? On l'a pas tué dans Sambisa. Mais c'est qu'ici. Non, c'est pour dire, non. En réalité, non. Vous savez, non. Docteur, on te voit. Je n'en disconviens pas, mais quelque part, non. Quelque part, il y a deux choses. Il y a la complicité des populations civiles. Moi, c'est pour venir justement à celui qui leur procure des armes de dernière génération pour nous combattre. C'est justement c'est ça. Et c'est aujourd'hui le sentiment anti-français, il est réel, ils le savent. On l'a toujours dénoncé ici nous-mêmes. Quand au début, là, sur notre territoire, c'est des positions militaires qu'on attaquait. Ils étaient là, mais on s'offusquait du fait qu'ils ont leurs drones. Ils ont tout. On part, on tue nos soldats, ils viennent à moto, ils s'en vont. Et c'est ça qui a exacerbé. Mais tant que ça ne change pas, ils seront présents et qu'on continue à faire, ils n'assistent pas là. Pourquoi je dis c'est une chance pour nous cette histoire. Bon, c'est pas une chance. Nous, moi, je pense qu'on ne doit même pas compter sur eux. Oui, je vous rajoute cette question pour qu'on finisse avec. Pour qu'on essaie de finir avec ce thème, je vous rajoute cette question. Au-delà de la réaction que vous avez prévu de faire sur tout ce qui a été dit ici, on constate des faits peut-être assez bêtes, mais c'est des faits quand même que c'est. En Afrique de l'Ouest notamment, c'est les coups d'État. Ces dernières années, au Burkina par exemple, enfin dans les différents pays francophones, c'est le 5e coup d'État en 2 ans. C'est beaucoup. D'abord, c'est des pays francophones. Et pour le moment, les 3 pays dont on a vu où ces coups d'État sont passés, c'est des régimes socialistes. Est-ce que peut-être que c'est des remarques bêtes, mais est-ce que ça signifie quelque chose? Je ne sais pas, je crois que les gens s'approchent aux idéologies. Avec ça qu'on nous a trompés pendant 30 ans. Ce ne sont pas des régimes socialistes, c'est des régimes à prétention n'importe quoi. Maintenant, on se rend compte d'une chose, c'est que ces régimes-là sont complètement en déphasage par rapport aux aspirations des populations. Regardez, la CEDEAO va. Moi, je n'ai pas entendu Issoufou observer une minute de silence à l'endroit des victimes du terrorisme. Il parle de chronogramme. C'est pas peut-être que. Bon, c'est pas dans son intervention. On l'a suivi en direct. Ça n'a pas été rapporté. Il s'occupe plutôt du sort de son ça n'a pas été rapporté. Non, moi je suis à la télé, même pas une seule minute. Il n'a eu aucune compassion pour le peuple burkinabé. Par contre, il veut que le nouveau régime respecte le chronogramme et en plus, quoi, et que ce régime-là, en tout cas, aille rapidement aux élections, alors que dans le même pays, il y a 2 millions de déplacés. Comment vous allez organiser des élections? 40% du territoire. 40% du territoire. Et c'est ce que les Burkinabés lui ont dit dans la rue. On dit à la CEDEAO dans la rue. Et puis quand on nous tuait là, on ne vous a jamais entendu venir. Mais c'est seulement maintenant qu'on a déclassé, parce que c'est une manière, on l'a déclassé, on a déclassé votre collègue, que vous venez nous demander d'organiser des élections le plus tôt possible. Moi, je crois que la CEDEAO s'est complètement discréditée aux yeux des populations. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Les populations ne croient plus à la CEDEAO. Elles considèrent que c'est un club entre chefs d'État pour aller boire du champagne et aller se raconter n'importe quoi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les populations... en plus, c'est que quand vous voyez une chose, c'est seulement en Afrique francophone. Pourquoi? Parce que les anglophones n'interviennent pas dans les affaires des autres. Ils ne considèrent pas que non, nous sommes encore des enfants à qui il faut tenir la main. Moi, je n'ai pas entendu la Grande-Bretagne s'immiscer dans les affaires nigériennes. Je n'ai pas. Les Américains, quand ils interviennent, généralement, c'est pour un peu mettre... Et vous voyez que par rapport au Mali et au Burkina, les Américains ne sont pas sur la même longueur d'onde que les Français. Pourquoi? Parce que les Français sont des censures. Ils sont là à nous exploiter, ils sont là à voler, à piller. C'est pourquoi ils interviennent. S'il n'y a rien à faire là, est-ce qu'ils vont rester? Et en plus, vous volez notre uranium, vous volez nos matières premières, notre or, mais vous dites non, pour combattre le terrorisme, nos armes coûtent cher, on va vous envoyer des occasions. Pendant ce temps-là, regardez, rien qu'hier, ils ont envoyé 150 millions de dollars aux Ukrainiens pour qu'ils achètent directement des armes sur le marché. On dit au Burkinabé, non, des armes d'occasion, parce que nos armes là coûtent cher. Mais si vos armes coûtent cher, laissez les gens aller vers d'autres partenaires.
Et aller vers la Russie, aller vers l'Iran. L'Iran a même des drones kamikazes qui ne volent qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous zippez le truc, le drone tombe et puis bon, avec des tonnes et des tonnes de bombes, terminé, il n'y a plus de... En plus, c'est que les Français ne sont pas francs dans le jeu antiterroriste. On aurait pu, dès au départ, essayer de lutter de manière éthique. Mais qu'est-ce qui se passe? Même les images prises par notre drone, ils ne les communiquent pas à nos militaires. Parce qu'on peut comparer les images. On se rend compte que, par exemple, aujourd'hui, dans telle zone, il n'y a pas d'habitation possible. Le lendemain, le drone passe, on voit qu'il y a des cases ou des tentes qui... Mais il n'y a rien à faire, il faut bombarder. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ils interprètent eux-mêmes les images et ils les gardent pour eux. Et dans ces conditions-là, je me demande... Hier, vendredi encore, ils ont décidé d'envoyer, je crois, 300 ou 400 tirailleurs des finales là. 300 qui vont venir ici. Moi, je suis sûr que c'est pour encore venir semer la bataille. Donc les gens n'ont pas confiance à ça. C'est une chose. S'il y a coup d'État dans la zone française, vous allez voir quand les Français vont s'en aller là, et que les chefs d'État qui sont au pouvoir vont se rendre compte qu'ils n'ont aucune protection en dehors de la volonté du peuple là, ils vont revenir à la bonne gouvernance. Mais ils appliquent la mauvaise gouvernance parce que justement, ils doivent permettre à la France de... Dans les 300 tirailleurs qui viennent dans la justification de les textes, on les appelle tirailleurs. C'est des tirailleurs qui sont stationnés à Ipinal, effectivement. Tout à fait. Ils viennent ici pour une mission de 4 mois pour protéger l'agriculture, donc les champs. Parce que, oui, je me demande, oui. Ça n'a vraiment... Non, et puis ça n'a même pas de sens. Si c'est des soldats, si c'est des soldats français qui vont venir ici protéger l'agriculture... Non, c'est un sentiment anti-France-Afrique. C'est la gestion par nos États. On finit, tout à fait. Merci. Alors, tout à fait. Je vous lis ce message de M. Amadou Alzouma Abdoulaye. Il dit par rapport à la série de coups d'État en Afrique de l'Ouest, il est clair que c'est condamnable parce qu'il s'agit d'une prise de pouvoir par les armes, ce qui est aux antipodes de la démocratie. Il dit, mais la démocratie n'est pas une fin en soi, comme l'a rappelé Ousseini, mais plutôt un moyen pour atteindre la bonne gouvernance. Mais tant que la démocratie n'est pas en mesure d'assurer la bonne gouvernance et sert juste de moyen à la bourgeoisie de s'accaparer du pouvoir et de la gérer dans son intérêt, je pense qu'elle perd de facto sa raison d'être. Je disais que, mais si tel est le cas, on estime que bon, c'est pas, ça ne s'accommode pas de vœux de population, mais on tente le retour au régime militaire. Ou bien faire comme Kagame. Kagame, ce n'est pas un démocrate, parce qu'il n'y a pas d'opposition, la presse est muselée, c'est un régime policier, mais il assure la bonne gouvernance et partant le bonheur de son peuple. Pourquoi, si tel est le cas, c'est un choix souverain du peuple, en tout cas des peuples africains, si on estime que bon, la démocratie, malgré tout ce qu'elle a comme avantage en termes de liberté et de tout ce qui s'ensuit, si on estime que, de ce point de vue, le fait que nos dirigeants n'arrivent pas à concilier la démocratie avec les principes de la bonne gouvernance, qui nous pose énormément de problèmes d'instabilité, aussi on doit revenir à des régimes militaires ou bien plus ou moins des régimes oppressifs comme celui de Kagame, mais qui arrivent à asseoir les principes de la bonne gouvernance et dans lequel le peuple rwandais se retrouve et qui est cité aujourd'hui un modèle d'un bon élève, en cas qui applique où on a un sentiment quand même de justice, voire de justice sociale. Aussi, dans le gouvernement rwandais, il y a autant de femmes que d'hommes. Et pourtant, le gouvernement commence le genre, la loi sur le genre. Oui. C'est pas, voilà. Et les détournements des deniers publics également, ou la corruption a vraiment un machin. Oui, d'accord, mais je rajoute. D'accord, mais voilà, ce niveau. Les libertés sont systématiquement confisquées. Parce que dans ce pays-là, non, il y a la presse indépendante et tout. Moi, je veux dire, la presse critique. Non, mais je veux dire la finalité. On prend l'exemple. Moi, je prends par exemple. Je prends par exemple le cas de la Libye, au moment de Kadhafi, n'est-ce pas? Ce n'était pas une démocratie en tant que telle, c'est une démocratie populaire, n'est-ce pas? On a vu les conditions dans lesquelles vivaient les Libyens
Les Libyens ne sortaient pas de chez eux. Même ceux qui allaient en Libye chercher de l'argent, ils ne souffraient pas. Quand les Occidentaux voulaient coûte que coûte imposer leur modèle de démocratie, ils sont venus, ils ont tué Kadhafi. Pour dire il est en train de massacrer les populations de Benghazi. Aujourd'hui, quel est le résultat? Aujourd'hui, il y a 2 gouvernements. Il y a 2 gouvernements. On n'arrive même pas à ramener l'ordre dans ce pays-là. Parce que moi, je suis d'accord, la démocratie pluraliste. Mais aujourd'hui, malgré la distance de la presse indépendante qui dénonce, mais quand les dénonciations ne sont pas suivies des faits, ça sert finalement à quoi? Tu dénonces, on t'arrête. Merci. Alors, regardez, ça pose quoi? oui, ça pose ce commentaire un sentiment de frustration qui fait que les gens... C'est ça. Oui, c'est notre débat. On continue. Laisse-moi répondre à docteur. Hier seulement. Ça fait déjà 2 minutes que tu le réponds. Hier seulement, tu as reconnu un fait. Moi, je t'ai applaudi quand tu disais, il y a à l'aube du débat au niveau de l'alternative, la finalité, c'est quoi de la démocratie pluraliste? C'est que les peuples soient associés à la gestion. De manière indistincte, sans considération politique, haute, en fonction des compétences intrinsèques et tout et tout. Mais quand on pense qu'on a pris le pouvoir pour appliquer en fonction de sa volonté et de ses objectifs personnels, pas l'intérêt du peuple, moi je dis à partir de ce moment, si c'est juste pour dire... C'est ça, c'est la bonne gouvernance. Mais alors, attaquons-nous. C'est ça, on a fait. Je disais en plus, le sentiment, la nostalgie, les gens sont nostalgiques du président Kounché, qu'on présentait comme un dictateur. Les gens, parce que sous l'ère Kounché, certaines pratiques, non, c'est pas possible. On ne va pas dire, il n'y avait pas les associations, il n'y avait pas secte, il n'y avait pas la presse plurielle, tout ça, n'est-ce pas? Mais quand même, y compris les médias publics, on est en train de dire la même chose. On dit la même chose. On est en train de dire la même chose. Le Rwanda, c'est vrai que les gens disent que c'est une dictature. Mais en fait, tous les attributs de la démocratie, ils sont. Moi, j'ai été plusieurs fois. Ah si, il y a une presse indépendante. Ah si, il y a une presse privée. Moi, j'étais parti à 2 reprises. Non, attends, laisse-moi finir. Mais dans tous les pays du monde. Mais non, arrêtez le candidat. Mais ici, on n'a pas arrêté un candidat. Il a failli mourir en prison. Non, attends, s'il te plaît. Ici, là, on a embassé un candidat en prison. Non. Mais attends, ici. Que tu parles ici là. Non, c'est une démocratie dirigée. Mais attends, est-ce qu'aujourd'hui, dans les pays dits démocratiques là, est-ce qu'il y a un seul pays où un chef d'État peut sortir le week-end pour participer à une activité de travaux d'intérêt général? Il n'y a pas. Pourtant, pour des choses Kagame, des exemples il y en a. Oui, mais c'est même le Sénégal qui est... Il y en a. Il y a plein de exemples. Mais non, ne dis pas. Moi, j'ai assisté à une rencontre de la presse, justement, où on a installé des bureaux au niveau du Rwanda pour la presse privée. La presse privée, elle existe. Comme tu dis, il y a une tendance aussi. Et c'est même une chance parce qu'avec Kagame, parce qu'il n'y a pas. Avant, il y avait une presse pro-Tutsi, il y a une autre pro. Mais ici, il y a des opposants. Ils sont là. Mais moi, je ne suis pas rwandais pour savoir qui sont les opposants. Mais toi, tu es victime. Attends, tu es victime des informations. Tu es victime des médias. Non, il est victime. Tu es victime des médias. Regardez, on a relevé, lui, il a privilégié la bonne gouvernance au détriment de la démocratie, les libertés avec tout. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais moi, j'ai dit tout simplement. Non, s'il te plaît. Mais j'ai dit qu'il y a moi, c'est le seul au pays. Un jour, j'ouvre une parenthèse. Un jour, j'ai dormi vers 2h du matin. J'ai remarqué, j'étais au 3e étage de l'hôtel, il y a des boutiques en bas qui ne ferment pratiquement jamais. Et j'ai remarqué que c'est ouvert. Le lendemain, j'ai posé à la question, j'ai dit, mais les boutiques là, c'est ouvert. Il dit non. C'est ouvert, tu achètes ce que tu as ton argent, tu déposes ta main. J'ai dit, mais et le voleur? Il dit, non, il n'y a pas de voleur. Tout à fait. Il n'y a pas de voleur. En fait, ça veut dire que quelque part, mais les gens sont à l'aise. Attends. En fait, mais la finalité c'est quoi? La finalité c'est quoi? Les populations cherchent quoi? La finalité de la démocratie c'est quoi? C'est que les gens soient à l'aise dans leur vie, que l'État soit là pour les apporter
les béabas. On progresse, on progresse. De la vie. Mais tant que vous n'avez pas ça. Non, on n'a jamais dit qu'on est contre la démocratie. La démocratie, moi, je te dis, c'est une quête. Non, la démocratie, c'est une quête. On progresse. C'est une quête. S'il vous plaît, Tradam. Je suis contre la démocratie tant qu'on est en train de la faire. Oui. S'il vous plaît, Tradam. Il y a ce message de monsieur. Pas contre la démocratie telle qu'elle est en train de se faire. S'il vous plaît. Il y a ce message de monsieur Kayne Jibo Aboubakar. C'est sur le même sujet. On va juste progresser. On a déjà perdu, entamé largement le temps qui nous a imparti. La démocratie, c'est la loi de représentation, dit-il. C'est-à-dire, c'est lui qui a le plus de suffrages gouverne. Maintenant, si vous êtes en face de quelqu'un qui pipe le jeu en braquant les urnes, en s'octroyant des suffrages de plus de 100%, comment voulez-vous que l'exercice de la démocratie puisse prévaloir? Vous voyez, on tourne, mais on revient à la même problématique. La gouvernance, la démocratie, elle doit apporter le bonheur aux populations. Et sinon, ce débat-là sera perpétuel. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens nient. Et c'est que, oui, je finis. Et c'est que, en fait, c'est pas qu'au Niger, c'est ça qui est. C'est ça qui est préoccupant. Mais en Afrique, tous les pays, tous les pays où il y a cette instabilité-là, la région du coup d'État, cette instabilité, même si ce n'est pas des coups d'État militaires, des révolutions civiles, etc., ils vivent les mêmes problèmes. Vous savez, Abdraman, c'est ce que le mal de l'Afrique aujourd'hui, c'est la malgouvernance. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toute l'Afrique. Il y a des pays. Moi, quand on va. La Tanzanie, quand on va la Tanzanie. Mais ça, c'est des exceptions, mais ça confirme. Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La Tanzanie, le Botswana, le Zimbabwe, jusqu'à une certaine mesure. La Zambie. Mais justement, on les compte au bout du nez. La majorité, justement, des démocraties africaines souffrent de la malgouvernance. Ça, il faut l'admettre. Mais c'est pour ça, si on accepte de nous engager dans le processus démocratique, parce qu'on est en train de construire la démocratie. Donc il va falloir justement qu'il y ait des insuffisances, des faiblesses qu'on accepte de corriger pour qu'on puisse avancer, consolider ce qu'on a. Mais si on avance et qu'on se rend compte qu'il y a des lacunes, il y a des difficultés ponctuelles, on remet en cause toute la démocratie, le chemin qu'on a parcouru, la trajectoire, mais on reprend à zéro. C'est pour ça que je parle de l'éternel recommencement. Il faut c'est pour ça que je dis on doit avoir le courage de faire un choix. Soit on s'inscrit dans la ligne, dans le modèle démocratique, avec toutes les insuffisances qu'il faut consolider, corriger, pour arriver un jour à la maturité démocratique dans nos États, ou bien lorsqu'on estime que nous, Africains, comme Jacques Chirac l'a dit, en son temps, les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie et qu'on lui donne raison aujourd'hui, justement, mais on se rend compte que, franchement, on ne peut pas s'accommoder du régime démocratique. Aujourd'hui, on a besoin du bonheur, du développement dans notre pays et qu'aujourd'hui, tant que ce n'est pas un régime qui doit faire en sorte qu'on a soit la bonne gouvernance, qui est un facteur, une des conditions du développement, on ne peut pas le faire. Mais je suis d'accord, on fait l'option de revenir à des régimes plus ou moins dictatoriaux, semi-dictature, des trucs. Maintenant, et comme le Rwanda, non, mais on ne peut pas perdre. Mais je suis désolé, mais le juge peut se lever partout. Non, mais le problème, c'est que, moi, si j'ai un point de vue à donner, en tous les cas, c'est vous les débatteurs, mais en fait, si on peut faire la différence, où on peut enlever la bonne gouvernance de la démocratie, donc faire de la bonne gouvernance sans faire la démocratie, là il y a un problème. Mais Abdraman, en fait c'est ça. Mais regarde, parce que la démocratie, mais la notion, j'arrive. C'est le régime le moins mauvais. Mais Abdraman, c'est lui qui devrait plus facilement permettre de faire la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il y a des contre-pouvoirs et tout. Mais la notion, si on peut faire de la bonne gouvernance sans faire de la démocratie. Si, on peut le faire. Mais donc, je suis en train de vous dire, mais la notion de la bonne gouvernance, c'est une notion récente des années 90 qui a une origine anglo-saxonne. C'est pour ça aujourd'hui les anglo-saxons appliquent mieux la bonne gouvernance que nous. Mais on l'a dit, les gens regrettent Kounché. Pourquoi? C'est un régime dictatorial, c'est un régime militaire. Mais Kounché a fait la bonne gouvernance. C'est très clair. Quel qu'en soit ce qu'on peut reprocher à Kounché, en termes de ce qu'on voit de détournement des deniers publics. Mais dans ces pays dont on a parlé, la Tanzanie, le Botswana, il y a la démocratie, il y a la bonne gouvernance. Regarde Abdraman, nous on est en train de parler de quelque chose vraiment de précis. Je vous dis que le Botswana, c'est pratiquement l'un des meilleurs trucs de démocratie. Il y a même l'Ouganda, à certains moments, c'est une démocratie sans opposition unanimiste. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un modèle, nous parlons de notre sous-région et du mal qui mène l'Afrique. Maintenant, faisons le choix. Soit, si on s'inscrit dans la logique du modèle démocratique, il y a des insuffisances, il faut tenir compte
de l'évolution justement des mentalités pour faire avec. Quelles qu'en soient les difficultés qu'on rencontre au cours du chemin, ne remettons pas en cause les pendules à l'heure. Là, ça nous retarde. Si on ne veut pas de ça, moi c'est une proposition que je suis en train de faire. Si on ne veut pas de ça, mais restons justement dans des régimes plus ou moins vraiment de militaires et trucs comme ça. Et puis si on estime que c'est eux qui vont amener le bonheur au peuple dont on pense, mais on n'a qu'à revenir justement aux années et peut-être 89, 90, avant 90. Et maintenant, le peuple aura fait le choix, puisqu'on a expérimenté pendant 30 ans la démocratie, on a échoué, on revient justement au régime qu'on a décrié à partir de 90, et puis là, c'est clair, c'est le peuple souverain qui aura choisi. Fondamentalement, le problème qui s'est posé, même en 90 quand il parle, c'est pas nous qui avons décrié ça. On nous l'a imposé. C'est d'ailleurs que c'est venu cette contestation, si vous vous rappelez. C'est le vent de l'Est qui a soufflé, les gens se sont engouffrés, et les gens, il y a eu beaucoup d'opportunistes, et on a voulu que nous qui venons de naître, qu'on fasse la même chose que l'Europe. Et ça qui a été le véritable problème. On a mis tout en place. Mais regardez ici, aujourd'hui, il y a eu un moment où on est parti jusqu'au Conseil locaux. On refuse que la démocratie soit un processus de longue haleine où il faut construire avec le temps. On veut ici et maintenant. Voilà, vous voulez tout avoir exactement. Voilà, mais c'est ça le problème. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut admettre qu'il y ait des insuffisances dans un modèle, dans une marche. Mais regarde, quand un enfant, il naît, il apprend à marcher, il sait de marcher, il tombe, il se relève, et au fur et à mesure qu'il le fait. Exactement. Mais acceptons que nos jeunes démocraties soient des enfants qui apprennent à marcher et on fait avec. Mais si on refuse... Merci. Voilà. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais c'est la même chose. Mais je vous dis, c'est la même chose. La démocratie fait avec quand même les intérêts. Non, vous savez, mais j'ai l'impression que je suis le seul démocrate sur le plateau. Parce que non, mais apparemment... Mais en fait... Non, pas du tout. Moi, je défends la démocratie. Mais vous dites le contraire. Tu nous arraches la parole. C'est ça non, c'est que le problème, moi, je parle peu. Vous parlez plus que moi, c'est ça la vérité aussi. Oui. Sincèrement, moi, je pense que la démocratie n'est pas un enfant dont il faut. On a établi des règles, il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, on va revenir à la qualité. C'est tout. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue... Oui, d'accord. Les mécanismes, qu'est-ce qui fait que la démocratie a sécrété les mécanismes, docteur, quand celui qui est au pouvoir, il ne veut pas, il sait qu'il est dans l'erreur, il sait qu'il est en train de faire du tort, il sait qu'il est en train de violer. Quand de l'autre côté, il reste sourd muet au cri du peuple. Alors, on peut corriger comment? Quand je vois, ce n'est pas en soi la démocratie. C'est le démocrate qu'on a. Non, en fait, on a une démocratie sans démocrate. Oui, voilà, c'est ça le problème. Mais il a reconnu tout à l'heure lui-même, il a dit que... Je vais donner des mauvais modèles. Vous êtes déjà exprimé. Je vais donner des mauvais exemples. Quand je prends... Vous vous êtes déjà exprimé. Les Chinois, eux, ils ont opté pour quoi? La démocratie marxiste. Non, en fait, pour la croissance économique. Voilà, un pays de système. Oui. Avec le communisme, c'est un parti unique. Mais c'est simple. Mais c'est ça que j'ai dit. Mais on peut revenir à ce modèle. Non, ça c'est une construction intellectuelle. Les populations ne souhaitent pas aller vers ce genre de considérer que la démocratie est un enfant qui tombe. Si tombe, on l'écrase. Franchement, non. On peut. Non, moi je me dis que sincèrement, si la démocratie en Afrique a des problèmes, c'est parce que les Africains eux-mêmes ont des problèmes. Ils se créent des problèmes. Si tout le monde respectait les règles, il n'y aurait jamais eu de coup d'État. Jamais. Regardez au Burkina. Mais tu viens de manière démocratique, selon entre guillemets. Les gens crient pour dire que la direction que tu as prise là, c'est pas celle que tu nous as promise au moment de ton élection. Mais tu dis je passe outre. Tu passes outre, mais l'armée va te ramener. Non, mais pourquoi l'armée est démocratiquement à la fin de son mandat quand il revient? Mais il vient jamais faire de bilan. Il vient jamais faire de bilan. Lui qui parle du Sénégal. Moi j'ai fait. Non, lui qui parle du Sénégal. Non, j'arrive. La sanction politique, elle marche là où les gens respectent la règle. Pourquoi au Sénégal, elle marche là où les gens respectent les règles. Pourquoi au Sénégal il n'y a pas de coup d'État?
c'est pas parce que les militaires sénégalais... Non, c'est contre... Non, non. Le palais présidentiel est à moins de 400 mètres d'une base française. Voilà. J'ai fait le Gabon. Le palais présidentiel il est pratiquement en face d'une caserne militaire. Non, c'est pas la culture. Non, au départ, peut-être que cette culture, aujourd'hui, dans la culture sénégalaise, la violence est introduite. Il y a des morts à chaque fois. Voilà. On l'appelle du pied. Les opposants, vous savez ce qu'ils sont en train de dire. Arrêtez le problème sur quoi. Mais je suis d'accord, c'est les civils qui manipulent. Maintenant, quand on fait un coup d'État, on s'arrange à ce que celui qu'on a renversé démocratiquement à l'issue des élections, il n'arrive pas au pouvoir. On donne le pouvoir à celui-là qui a manipulé l'opposant et c'est l'éternel recommencement. Il commence à exercer le pouvoir. Il assoit la malgouvernance. Maintenant, on crie, lui aussi, il faut le renverser pour que quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que la démocratie a sécrété des institutions, des mécanismes de régulation des conflits institutionnels, des conflits politiques où il y a des mécanismes. Il y en a plusieurs. Mais par exemple, le juge, les institutions judiciaires sont là pour régler le problème. La sanction populaire est là. Quand vous gérez mal, à la fin de votre mandat, vous demandez. Non, j'arrive. Ça, c'est on ne peut pas l'arrêter. Non, on ne peut pas l'arrêter. On n'est pas dans une partie de peur. Oui, mais d'accord, il finit au moins. Il finit au moins. Non, vous l'arrêtez. Non, laissez-le finir. Non, Tradam, laissez-le. Oui, d'accord, Tradam, s'il vous plaît. Tradam, s'il vous plaît. Honnêtement, aujourd'hui, dans ce pays, si tu devais faire des thèses, tu auras fait 1001. Allez, écoutez, suivez, Tradam. Les différents régimes qu'on a eu, n'est-ce pas? Tradam, on s'écoute quand même, on s'écoute. Laissez-le finir. Pays, quand effectivement il y a eu la sanction populaire comme ça, où tu as fait un mandat, tu n'as pas tenu tes promesses électorales et on t'a sanctionné dans les urnes. Le Sénégal est là. Ouad a voulu faire un troisième mandat. Malgré tout, le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature. Mais qu'est-ce que le peuple sénégalais a fait? Mais ils l'ont barré la route dans les urnes. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. Le Sénégal, c'est vrai que c'est un modèle et peut-être on est obligé de citer qui ont une longue tradition démocratique où ils ont cette culture. C'est pour ça qu'ils règlent leurs mécanismes, leurs contradictions et devant les institutions et par la volonté populaire. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'à partir du moment où nous, les coups d'État sont récurrents, c'est que c'est un échec justement de notre démocratie. Les intellectuels, l'élite politique et intellectuelle n'a pas su faire en sorte qu'il y ait une culture démocratique et politique qui puisse s'approprier, où les gens vont intérioriser les principes et valeurs démocratiques et accepter que, quelles qu'en soient les contradictions, on doit les régler de façon pacifique et non pas en faisant un appel du pied à l'armée parce qu'on est de l'autre côté. Quand vous venez, vous allez exercer pendant 10 ans au maximum, les gens vont commencer, peut-être vous allez devenir un dictateur et les gens qui vous ont aidé à accéder au pouvoir vont retourner de l'autre côté et pour faire un appel de pied à l'armée pour vous renverser et ce serait l'éternel recommencement. C'est pour ça que j'ai dit, c'est soit on s'inscrit dans la logique de la démocratie, on essaie de régler les contradictions de façon démocratique ou au lieu que nous perdions notre temps en train de faire des coups d'État, des contre-coups d'État, rectification, des trucs comme ça, mais optons pour des régimes militaires, plus ou moins peut-être avec des adaptations à notre contexte, à ce qu'on veut, et puis on amorce le développement de nos États. Voilà moi ce que je propose. Tradam. Non, moi je voudrais dire au docteur que même si... Parce que là, on finit voilà, vraiment avec ce machin, parce que le deuxième thème, on ne pourra pas l'aborder. On finit avec ça rapidement. Les peuples sont versatiles, ou bien la foule est versatile, il l'a dit, mais la foule, sa versatilité trouve son essence dans des fautes, dans des manquements, dans le respect des textes. Oui, donc, quand on est d'accord sur ça, ce n'est pas, il ne faut pas accuser un bidas parce qu'il est sorti. C'est vous qui avez fait le lit pour qu'il intervienne. Et le mécanisme dont tu dis, les juges, aujourd'hui, je parle sous ton contrôle. Toi-même qui es là, tu as été victime combien de fois? Mais donc, voilà. Donc, nos pays, tant qu'on ne respecte pas les textes, tant qu'on ne se décide pas à respecter les textes, il faut s'attendre toujours à ce qu'il y ait des coups d'État, ça c'est clair. Parce que le Constitution a mis des choses. Et vous, une fois, vous venez, vous dites non, c'est pas comme ça, on remet de côté ce qu'elle a dit. Mais, et malheureusement, il y a, comme je dis, l'armée s'est donnée
ce rôle d'arbitre, comme on ne veut pas le reconnaître, mais malheureusement c'est ça, il faut reconnaître dans notre région, elle est obligée de tenir parce que les gens vont s'entretuer ou bien les gens vont être brimés et au retour, il n'y a pas de bilan à présenter parce que tu dis sanctionner. Si on sanctionnait des gens ici, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas reconduits. Ou bien, mais on l'a fait parce qu'on a tordu le cou au système, on a mis ce qu'on veut et on a fait. Donc, finalement, à l'image de ce qui se passe, ou de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aussi. Même là-bas, l'armée n'a pas une tradition de coup d'État, voilà. Etc. Mais les dirigeants politiques, les ont poussés à... Aujourd'hui, Ouattara brigue un 3e mandat, voilà. Alors que, bon, il a été opposant pendant des années. Voilà. Et c'est ça, même qui est révoltant et qui pousse peut-être les jeunes gens à faire le coup d'État, comme tu as dit tout à l'heure. Ceux qui ont fait le coup d'État n'étaient pas nés quand Sankara se faisait assassiner, c'est sûr. Mais si le comportement, les gens ont condamné, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, tout le système, mais ils viennent au pouvoir, ils font tout. Ils laissent de côté les textes, voilà, la démocratie. Tout. Contrairement à ce que tu penses, on est tous des démocrates. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que s'il n'y a pas la démocratie, non, mais s'il n'y a pas la démocratie, nous serons tous ici chômeurs. Ou bien, il n'y aura pas la liberté. Non, toi, tu seras chômeur. Non, en tout cas, s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de démocratie, ce cadre n'existe pas. S'il n'y avait pas de démocratie. Oui, s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas ce cadre. Moi, je vais non, mais vous êtes en train de... Merci. Merci, on arrête ici. Les coups trouvent leur justification. Dans le comportement des civils qui n'appliquent pas les textes. Qui mutilent la démocratie. Voilà. Une fois arrivé au pouvoir. Voilà. La malgouvernance qui est le livre. Parce que regarde, si on avait tous les fondamentaux. C'est pour ça qu'il faut rectifier, il faut privilégier la bonne gouvernance comme ce que Kagame a fait. Malgré mais regarde Kagame là, il a sauté le verrou de limitation des mandats présidentiels. Il va se présenter jusqu'en 2030, je crois, non? Un truc comme ça là. Oui. Mais il a sauté, mais aussi. Oui, mais justement, mais non. Vous savez pourquoi? Mais après, aujourd'hui, vous êtes en train de décrire le 3e mandat de quoi ça s'appelle, Ouattara. Le truc ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un justement fera le bonheur, il assoit la bonne gouvernance, la justice sociale, il assoit la bonne gouvernance, le bonheur est là. Ça veut dire qu'il peut aller à des victoires éternelles. C'est ça? Hein? C'est ça. La population, attends, vous savez quoi? Non, mais il y a un problème. Il y a une contradiction alors. C'est soit qu'on s'inscrit dans la lutte de la limitation du mandat présidentiel, on accepte le vote. Oui, il y a un problème. Le peuple veut le bonheur. Si tu lui garantis le bonheur à respecter, parce que la liberté, il y a ceci. Mais attends. Il a dit à un certain moment, il dit que si le peuple burkinabé fait le choix de celui qui assure son bonheur. Mais quand il a voulu sauter le verrou du mandat présidentiel, mais il a vu. Mais justement, mais pourtant il a assuré la stabilité et le bonheur. Il y a vraiment des contradictions. C'est ça la versatilité de l'opinion. Blaise avait un péché originel qui était là, qu'il a suivi jusqu'à la fin de son règne. C'est clair, c'était ça qui était véritablement. Mais en dehors de ça, Blaise, il faut reconnaître qu'il a assis. Oui, mais il a assis des bases. Il a assis des bases réelles de développement pour les choses pour son pays. La reconversion des mentalités au Burkina, c'était Sankara. Oui. La transformation des mentalités, c'était Sankara. Blaise était son compagnon. Non, je vais dire parce que... Voilà, de développement, oui. Mais quand je vais parler, quand on dit qu'il faut apprendre à marcher, tomber, relever, comme un bébé. On n'a jamais dit que Blaise est un modèle. Voilà, je ne dis pas que c'est un modèle. Je n'ai pas dit, non, quand j'ai dit Hussein avait réagi, j'ai dit non. Moi, je parle en termes de développement, mais Blaise, ce n'est pas un modèle de démocratie, il a tué combien de personnes. Voilà. Mais c'est ça. Alors, c'est comme ce que Kagame est en train de faire. Docteur, on est tous des démocrates ici. Non, je doute. Merci. Merci. Et au contraire, c'est les juristes qui sont pas des démocrates. Par rapport à la conversion de la mentalité, et c'est dommage, mais c'est un militaire qui a réussi ça au Burkina, non pas qu'au Burkina, au Ghana par exemple. Jerry Rawlings a dit nous allons travailler pour faire en sorte que même si c'est un diable ou un démon qui venait à la tête qui est élu président de la République, il aura en face de lui des institutions tellement fortes et
et des citoyens avertis qu'il pourra j'ai l'habitude de le dire. Et à peu près, en tout cas depuis ce temps, et c'est à ça qu'on assiste au Ghana, les présidents sont succédés. Bon, je parle sous le contrôle de Tradam pour finir. Barré en son temps sous la 4ème République. Mais il a reproché à ceux qui le critiquent d'être dictateur. Il dit que mais la démocratie, c'est un état d'esprit. Il ne suffit pas d'être civil et penser qu'on est né pour être démocrate. L'exemple que tu donnes, souvent, on a l'impression que les militaires sont vraiment des vrais démocrates en termes de respect des principes de la bonne gouvernance, des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, bon, on n'a qu'à peut-être réfléchir à une formule pour voir comment est-ce que les militaires, même s'ils vont être candidats pour passer comme candidats, en tout cas aux élections présidentielles, puisqu'ils savent gérer, ils sont rigoureux, ils respectent les principes de la bonne gouvernance. Peut-être Bounti va être candidat bientôt, parce que c'est un ancien militaire. Mais ce qui est certain, quand ils ont ouvert la boîte de Pandore, le petit va faire 24 mois, il va se présenter. Oui, il a la possibilité de se représenter. Il est Goïta. Assimi Goïta aussi. On va les empêcher, c'est fini. Parce que là, on a ouvert. Absolument. Parce que moi, je vous dis, vraiment, ce qui est marquant, c'est sa première interview là, ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'était poignant. Aucun homme politique n'a eu cette chose. Avant-hier, on voulait qu'il remette le pouvoir à un général. Le général, oui, on a dit qu'il est très jeune, très petit, et qu'il n'a pas suffisamment de talent pour diriger. Ça, c'est les Français. Les Français qui ont voulu qu'il donne le pouvoir aux jeunes. Et après, ils disent qu'ils sont pas. Merci. Non, moi, je pense qu'il faut. Merci. Au moins se féliciter. Si, c'est les Français qui ont La demandé. France n'est pas intervenue militairement pour essayer de contrecarrer. Elle a dit il y a 2 ans ou 3 ans, à travers Macron, qu'elle n'interviendra jamais, plus jamais, dans les choix des dirigeants. C'est-à-dire que si tu gères mal ton pays, si l'armée intervient, elle ne vient pas casser. Mais la France ne va pas se compliquer sa situation. Parfois, c'est l'esprit de l'intervention française. Parfois, la France, vraiment, elle ne fait pas ce qu'on pense. Elle n'empêche pas, non. Honnêtement, c'est une vue d'esprit, on est convaincu que c'est la France qui fait ça. Merci. 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 Voilà. Absolument, absolument. Merci. Maintenant, les jeunes officiers là, Merci. ils ne peuvent pas étudier dans les la écoles plupart, d'officiers. Même nos universités, moi j'ai dit ça à l'ambassadeur de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant notre période de disette, la France a coupé le plan des bourses. C'est maintenant, paraît-il, qu'elle a encore octroyé 130. Voilà. Donc c'est pour adopter. Ils voient que là, c'est de 30 ans. Nous, on ne sera pas là. Donc, moi, je dis à l'ambassadeur, c'est une très grave erreur que de couper le cordon ombilical. Parce que quelqu'un que tu ne formes pas. Mais ils voient les conséquences, ils n'ont pas de carnet d'adresse. Tous ceux qui viennent là, ils ne les connaissent pas, ils n'ont pas étudié en France. Ils n'ont pas étudié en France. Bien sûr, mais nous, on n'a pas étudié en France. Absolument. Merci, docteur Amadou Sambokar. Merci, Nissa. Merci, Traoré Daouda. Merci, Bounti Diallo. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour cette émission de Presse Plus. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, même chaîne, même heure, même jour. Une démocratie à géométrie.